l'air à l'intérieur des grandes salles du palais d'Alexandrie était épais avec le poids de l'histoire. Des statues de dieux anciens se tenaient debout, leurs visages en marbre figés dans un jugement silencieux. L'odeur d'encens brûlante s'enroula à travers les couloirs, se mélangeant au sel de la mer au-delà. Quelque part, au-delà des colonnes imposantes et des tapisseries dorées, une reine était sur le point de naître, pas n'importe quelle reine, mais la dernière Égypte ne le saurait jamais. Son sang n'était pas purement égyptien. Il a porté le poids des guerriers macédoniens, des conquérants qui avaient suivi Alexandre le Grand à travers le monde. Ils avaient pris l'Égypte non pas avec des mots, mais avec la lame, se taillant un royaume à la fois étranger et familier. Pendant près de 3 siècles, les ancêtres de Cléopâtre avaient régné par Alexandrie, se faisant appeler des pharaons, bien que leur langue ait dit le grec. Les gens ont chuchoté leur nom avec un mélange de crainte et de ressentiment, car ils étaient des rois et des reines d'une terre qui n'était pas vraiment la leur, mais ils s'étaient liés à elle comme Ivy to Stone. C'était une dynastie construite à la fois sur l'éclat et la trahison. Le pouvoir n'a jamais passé doucement dans la famille ptolémaïque, il a été saisi, volé, arraché à des coups d'état tachés de sang. Des pères ont tué des fils. Des frères ont assassiné des sœurs. Un mauvais mouvement, une erreur de calcul et la couronne se glisserait de votre portée pour toujours. Les Ptoléries ne partagent pas le pouvoir, ils l'ont dévoré. Même l'amour était une chose dangereuse, une arme déguisée en affection. Ptolémée, le fondateur, avait été un général sous Alexandre le Grand. Lorsque son commandant est mort, son empire s'est fracturé comme un verre brisé et Ptolémée a attrapé le plus grand fragment possible, l'Égypte. Il était impitoyable, mais il était aussi sage. Il n'a pas forcé la terre à s'incliner devant lui, au lieu de cela, il s'est enveloppé dans ses traditions, a pris ses dieux comme les siens et s'est déclaré pharaon. Le peuple a vu un étranger, mais il portait sa couronne sacrée. Il a parlé le nom de leur souverain. C'était suffisant pour garder le trône stable, pendant un temps. Mais le temps érode toute chose. Les Ptolémies qui ont suivi n'étaient pas aussi forts. La cupidité, l'ambition et la paranoïa ont chuté dans leur palais. Les mères ont tué leurs propres enfants pour sécuriser leur emprise sur le trône. Queens a épousé leurs propres frères, non pas par amour, mais pour éloigner les étrangers du pouvoir. La ligne entre alliés et ennemis était si mince qu'elle existait à peine. Le propre père de Cléopâtre, Ptolémée XII, le savait bien. Ils l'ont appelé Olette, le joueur de flûte, comme s'il se moquait de la douceur de son âme. Il s'accrochait à son trône avec de l'or romain, payant leur faveur, se noyant de dettes justes pour garder ses ennemis à distance. Mais Rome n'avait pas d'amis, seulement des pions utiles. Lorsque son emprise sur Power a hésité, il a été jeté de côté comme un morceau cassé sur un échec. Cléopâtre est née dans cette tempête, un monde où l'amour était dangereux et la loyauté était une illusion fragile. À partir du moment où elle pouvait marcher, elle a appris que le pouvoir n'était pas donné, il a été pris. Elle a regardé le désespoir de son père, sa peur. Elle a vu à quel point la confiance s'est effondrée, à quelle vitesse un souverain pouvait tomber. Mais elle n'en a pas diminué. Contrairement aux autres, elle ne s'est pas cachée derrière la richesse ou le confort. Elle a écouté, a-t-elle appris, et elle a attendu. D'autres dirigeants ptolémaïques se sont contentés de s'asseoir sur leur trône et de laisser Rome dicter leur sort. Cléopâtre était différente. Elle savait que l'Égypte était plus qu'un simple prix pour les mains étrangères pour se battre. Elle a vu ce que ses ancêtres avaient refusé de voir, le rythme cardiaque de la terre, les gens qui ont chuchoté à leurs dieux dans les temples plus âgés que le temps. Elle ne voulait pas être une reine de nom seul. Elle voulait quelque chose de plus. Et ainsi, elle a étudié. Alors que ses frères gaspillaient leur journée dans le luxe, elle a rempli son esprit de connaissance. Elle a appris l'égyptien, pas seulement le grec de sa naissance, mais la langue du peuple. Aucun souverain ptolémaïque avant elle ne s'était soucié de le parler couramment. Mais Cléopâtre a compris quelque chose qu'il ne faisait pas, les mots étaient des armes plus nettes que n'importe quelle lame. Un dirigeant qui a parlé à son peuple dans sa propre langue pourrait se tisser dans leur cœur. Mais la compréhension n'était pas suffisante. Le sang a toujours régné sur le trône ptolémaïque, et la famille de Cléopâtre était sa plus grande menace. Elle avait des frères, des sœurs, tous avec des mains qui ont atteint la même couronne. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne se retournent les uns contre les autres. Et quand ce moment est venu, il n'y aurait pas de pitié. Il n'y en a jamais eu. Un jour, les salles d'Alexandrie résonnent avec le choc de la trahison et de l'ambition. Le trône de l'Égypte, équilibré sur le bord d'un couteau, baserait à nouveau. Le jeu de puissance avait commencé bien avant la naissance de Cléopâtre, et il ne se terminerait que lorsqu'un seul resterait debout.
La nuit était épaisse de silence, le genre qui pressait contre la peau et rendait l'air lourd. La lune pendait bas sur Alexandrie, jetant des ombres d'argent à travers les rues en marbre. À l'intérieur du grand palais, où l'odeur de myrrhe et de lotus tourbillonna dans les couloirs, une reine a travaillé à travers les douleurs de la naissance. Quelque part au-delà des murs du palais, la grande bibliothèque se tenait, ses parchemins sans fin chuchotant les secrets des dirigeants disparus depuis longtemps. Le port, rempli de navires de terre lointaine, se balançait doucement contre la marée. La ville, le joyau de l'Égypte, dormait, inhabituel qu'au cœur, un dirigeant prenait son premier souffle. Les premiers cris de Cléopâtre résonnaient à travers la chambre, un son assez vif pour trancher à travers la tension qui avait saisi la pièce. Les sages-femmes ont exhalé de soulagement. Les serviteurs se précipitèrent en avant, leurs mains tremblantes alors qu'ils enroulaient le nouveau-né en lin doux. Une fille. Le poids de ces 3 lettres s'est installé sur le palais comme un nuage de tempête. Elle n'était pas un fils, pas l'héritier masculin fort que son père aurait pu espérer. Mais le destin ne se penche pas aux désirs humains. Il l'avait déjà choisi, mis son chemin en mouvement. Le nom qui lui avait été donné portait le poids des rois. Cléopâtre. Un nom qui avait honoré les reines avant elle, mais pas comme elle. Son père, Ptolémée XII, était un homme qui connaissait bien la peur. Il avait passé sa vie à regarder le sol sous ses pieds s'effondrer, soudoyant Rome pour garder son trône, se noyant en paranoïa alors qu'il s'accrochait au pouvoir. Il avait vu des frères tuer des frères, des mères de poison fils. Il a compris qu'une couronne dans la famille ptolémaïque n'était pas un cadeau, c'était une malédiction enveloppée d'or. Ses enfants hériteraient de ce monde, et seuls les plus forts survivraient. Cléopâtre avait des frères et sœurs. Trône à New York. Frères qui seraient appelés rois. Sœurs qui seraient appelées rivales. Les Ptolémémies n'ont pas élevé leurs enfants avec amour, ils les ont élevés avec prudence. Faire confiance était d'être faible. Montrer la miséricorde, c'était inviter la mort. Mais Cléopâtre était différente du début. Elle ne se contentait pas d'être juste un autre enfant perdu à l'ombre d'un trône. Elle avait les yeux pointus de sa mère et l'esprit agité de son père. Même enfant, elle écoutait plus qu'elle ne parlait, regardant comment le pouvoir se déplaçait comme du sable dans le vent. Elle a vu comment son père s'inclina devant Rome, comment il craignait plus leur désapprobation qu'il ne le craignait. Elle a remarqué la façon dont ses mains tremblaient lorsqu'il tenait la cour, la façon dont sa voix vacilla quand il parlait de l'avenir. Les livres sont devenus son refuge. Contrairement à ses frères, qui ont passé leur journée à se livrer au vin et au luxe, elle s'est enterrée dans les rouleaux sans fin de la grande bibliothèque d'Alexandrie. Les mots n'étaient pas seulement des symboles pour elle, c'étaient des armes. Elle a dévoré les connaissances, comprenant que le vrai pouvoir ne résidait pas en force brute, mais dans l'esprit. Elle a appris l'égyptien, quelque chose qu'aucun autre souverain ptolémaïque avant qu'elle ne s'était vraiment dérangé. La langue de son peuple, la voix des dieux, est devenue la sienne. Elle ne serait pas un étranger dans son propre pays. Mais la connaissance seule ne la garderait pas en sécurité. Elle le savait. Elle avait vu la façon dont les ennemis de son père le regardaient, attendant un seul faux pas. Elle avait entendu les chuchotements de la trahison qui avaient glissé dans les salles du palais. Le pouvoir était fragile et ceux qui l'ont tenu devaient être impitoyables pour le garder. Sa mère, si les rumeurs étaient vraies, comprenait cela mieux que quiconque. La femme qui avait donné naissance à Cléopâtre était un mystère enveloppé en soie et en or. Certains ont dit qu'elle était une prêtresse, profondément liée aux dieux. D'autres croyaient qu'elle n'était rien de plus qu'un pion dans un jeu plus grand. Mais une chose était sûre, elle savait comment survivre dans un monde qui a dévoré les faibles. Cléopâtre la regarda de près, la façon dont elle s'est transportée avec une autorité silencieuse, la façon dont elle n'a jamais laissé l'émotion trahir ses pensées. D'elle, Cléopâtre a appris l'art de la patience. Elle a appris que le silence pourrait être plus puissant que les mots. Que les plus grands dirigeants n'étaient pas toujours ceux qui parlaient le plus fort, mais ceux qui savaient quand écouter. Mais le palais n'était pas un endroit pour l'innocence. Chaque jour était une leçon de trahison. Elle a vu ses frères et sœurs se soupçonner, sachant qu'un jour, ils seraient obligés de se retourner les uns les autres. Elle sentit la tension dans les airs chaque fois que son père parlait de Rome, sa voix était allongée à la fois de désespoir et de peur. Et puis, l'inévitable s'est produit. Les fissures du règne de son père se sont élargies, et ses ennemis se sont fermés. Rome, la grande bête qui s'était tenue sur l'Égypte pendant des années, a finalement mis les dents. Ptolémée XII a été chassé de son trône, forcé à exil.
Le palais qui avait autrefois été rempli de l'odeur de l'encens et des échos du pouvoir portait maintenant la puanteur de l'incertitude. Les rues d'Alexandrie chuchotaient du changement, de nouveaux dirigeants attendant dans les ailes. Cléopâtre était encore un enfant, mais elle était assez vieille pour comprendre ce qui s'était passé. Le monde qu'elle avait connu, le royaume fragile auquel son père s'était accroché, s'éloignait. Mais elle n'a pas pleuré. Elle ne s'est pas cassée sous le poids de la peur comme tant de personnes devant elle. Au lieu de cela, elle a regardé. Elle a attendu. Elle a appris. Le pouvoir, a-t-elle réalisé, n'a jamais été vraiment donné. Il a été pris. Et quand le moment venait, elle le prenait. Les voix du palais n'ont jamais parlé dans une seule langue. Le grec coulait comme du vin lisse, la langue des rois et des universitaires, la voix de la dynastie qui dirigeait l'Égypte des salles de marbre. Égyptien enroulé autour de lui comme de la fumée d'encens, lourde du poids des dieux et des ancêtres, la voix de la terre elle-même. Latin s'est glissé entre eux, tranchant et commandant, la voix de Rome, toujours observée, toujours attendue. Cléopâtre les a tous entendus. Elle n'a pas seulement écouté, elle absorbait, laissant chaque langue se sculpter dans son esprit. Là où ses frères ont trouvé du réconfort dans leur héritage grec, du contenu pour régner en tant qu'étranger dans un pays plus âgé que la mémoire, elle a atteint plus loin. Elle ne serait pas un étranger dans le royaume qu'elle devait diriger. D'autres dirigeants de sa ligne s'étaient arrêtés, gardant l'Égypte à distance, gouvernant les interprètes, par des généraux qui chuchotaient les commandes derrière les murs du palais. Mais la voix de Cléopâtre n'aurait jamais besoin d'un traducteur. Quand elle a parlé à son peuple, elle le faisait dans leur propre langue, leur propre rythme, leur propre âme. Le palais était un monde de contradictions, où les coutumes grecques et les traditions égyptiennes se sont affrontées comme des vagues contre le rivage. Les Ptolémies avaient construit leur dynastie au sommet d'une terre qui n'était pas vraiment la leur, portant des couronnes des pharaons mais ne portant jamais vraiment leur sang. Cléopâtre était différente. Elle ne portait pas seulement le titre de pharaon, elle l'a ressenti. Les dieux de ses ancêtres, Zeus et Apollo, n'avaient pas de place dans les sables du Nil. Les dieux de l'Égypte étaient plus âgés, regardant avec falcon les yeux et les pings de chacal, leurs tempes s'élevant contre le ciel. Cléopâtre les a étudiés, chuchota leurs noms, laissant leurs mythes s'enfoncer dans ses os. Isis, la mère, la reine, la protectrice, c'était la déesse qu'elle regardait, celle qu'elle se modéliserait. Mais la foi ne suffisait pas à gouverner. La connaissance était le pouvoir et le pouvoir était la survie. Ses tuteurs ne l'ont pas traité comme un autre noble enfant, destiné à se marier et à oublier. C'était une Ptolémie. On s'attendait à ce qu'elle soit plus. Et elle l'était. Au moment où la plupart des enfants apprenaient à écrire leur nom, elle lisait la philosophie, débattre de la logique, séparait les arguments et les couvait avec des bords plus nets. Elle a étudié les étoiles, traçant les mouvements des constellations, calculant le temps avec la précision des mathématiciens. Elle a lu la poésie et le droit, l'histoire et la politique, absorbant les leçons de ceux qui avaient été précédés et ceux qui la défieraient à l'avenir. Et puis il y avait Rome. Toujours Rome. Son pouvoir s'est étendu à travers le monde comme une tempête, changeant tout sur son chemin. Cléopâtre n'a pas seulement étudié ses voies, elle a étudié son peuple. Elle a appris leur politique, leur faiblesse, leur cupidité. Elle a compris que Rome ne se contenterait pas de tout avoir pris. Et elle ne laisserait pas l'Égypte devenir une autre province pour être avalée entière. Son éducation était plus que des livres, plus que des leçons parlées dans les salles de chandelle. Elle a appris en regardant, en écoutant, en comprenant le jeu de pouvoir avant qu'elle ne soit même assez vieille pour y jouer. Elle a vu comment les mots pouvaient être aussi nets que les poignards, comment les alliances pouvaient être faites et brisées en un seul souffle. Elle savait que dans un monde dirigé par des hommes, elle devrait être plus intelligente, plus rapide, plus dangereuse que n'importe laquelle d'entre elles. La ville à l'extérieur des murs du palais n'était pas en marbre et en or. Il était fait de sueur et de pierre, rempli de marchands criant sur les cris de chameaux, avec des prêtres murmurant des prières alors qu'ils mettaient des processions à des temples anciens. Cléopâtre ne s'est pas cachée de ce monde. Elle a traversé, voilée et inaperçue, sentant le pouls de son peuple, sachant qu'un jour, elle serait leur reine, pas juste de nom, mais dans le cœur. Le palais avait enseigné sa stratégie, mais les rues avaient appris sa survie. Et la survie était tout ce qui comptait. La bougie clignote, coulant des ombres qui dansaient le long des murs de pierre de la chambre du palais. Cléopâtre s'assit immobile, ses doigts traçant les bords d'un parchemin, son esprit affûtant à chaque mot. Elle n'était pas une fille perdue dans les contes de fées. Elle n'était pas une princesse qui attendait d'être secourue.
Elle était autre chose, quelque chose de bien plus dangereux. Une reine en devenir. La pièce était silencieuse, à l'exception de la rayure d'un stylo à roseau contre le parchemin. Une erreur ici, une erreur de calcul là-bas, mais pourrait être fatale, non pas à l'encre mais dans la vie. Elle a étudié les œuvres de grands dirigeants, disséquant leurs victoires, leurs échecs, leurs trahisons. Il n'y avait pas de romance au pouvoir. Il n'y avait que de la stratégie, seulement du poids des choix, seulement de l'art de gouverner à la fois avec la sagesse et l'impitoyabilité. Elle a appris des meilleurs esprits d'Alexandrie. Des hommes aux cheveux argentés et aux yeux fatigués, des hommes qui avaient vu des empires se lever et s'effondrer, des hommes qui avaient une fois chuchoté aux oreilles des rois. Ils ne l'ont pas traité comme un enfant. Ils l'ont testé. Ils lui ont lancé des énigmes, l'ont fait discuter d'elle, l'ont forcé à défendre des positions impossibles jusqu'à ce qu'elle puisse surprendre les débatteurs les plus chevronnés. La politique était un champ de bataille bien avant que les épées ne soient dessinées. Cléopâtre l'a compris. Les mots pourraient être plus nets que l'acier, les alliances plus fragiles que le verre. Elle a écouté ses tuteurs parler de lutte de pouvoir, de traités écrits avec des mains tremblantes, de dirigeants qui avaient tout perdu avec une seule décision imprudente. Elle a tout mémorisé, son esprit stockant des connaissances comme un guerrier aiguisant une lame. Et pourtant, les livres seuls ne suffisaient pas. Les mots pouvaient être appris, mais le pouvoir devait être ressenti. Elle se tenait dans les couloirs où ses ancêtres avaient régné, où les chuchotements se déroulaient dans des couloirs froids, où l'ambition et la trahison avaient façonné le sort de l'Égypte. Chaque pas qu'elle faisait, chaque leçon qu'elle a absorbée, était une autre pierre posée sur le chemin vers le trône. Sa langue est devenue une arme plus nette que n'importe quel poignard. Elle a maîtrisé les langues de son monde, non seulement en tant que savant, mais en tant que souverain qui savait que pour contrôler un peuple, il faut parler leur cœur. Grec, latin, égyptien, araméen, chaque syllabe qu'elle a parlé était une clé, déverrouillant les portes, remportant la confiance, plantant les graines de loyauté. Rome parlait latin, tout comme elle. Lorsque leur sénateur venait un jour négocier, elle n'aurait pas besoin d'un interprète. Elle n'attendrait pas que quelqu'un d'autre tourne ses mots, pour façonner son sens. Elle se tiendrait devant eux et parlait dans leur langue, les répondant aux yeux, au pouvoir du pouvoir. Mais c'est la philosophie qui a suscité quelque chose de plus profond en elle. Pas seulement les enseignements de Socrate et Platon, mais des questions qui n'avaient pas de réponse facile. Qui t'ait fait un souverain juste? Quand la miséricorde devient-elle une faiblesse? Comment peut-on supporter le pouvoir sans en être consommé? Elle a lutté avec ses pensées longtemps après la fin de ses leçons, longtemps après que la dernière bougie ait brûlé bas. Et puis il y avait les leçons qu'aucun tuteur ne pouvait enseigner. Les silencieux. Les moments où elle a regardé son père en cours, ses paroles soigneusement choisies, ses alliances se déplaçant comme du sable. Elle a vu le poids de la couronne, la peur dans ses yeux lorsque Rome se pressait trop près, la façon dont il a équilibré entre la loyauté et la survie. Elle a compris, même alors, qu'un souverain n'était jamais vraiment libre. En dehors du palais, le monde était agité. L'ombre de Rome a grandi. Les gens murmuraient, certains en loyauté, certains en colère. Cléopâtre savait que lorsque son temps venait, elle ne pouvait pas se permettre d'hésiter. Elle ne pouvait pas se permettre d'être incertaine. Une reine doit être beaucoup de choses, un érudit, un guerrier, un politicien, un fantôme dans l'esprit de ses ennemis. Elle les serait tous. Et elle serait prête. Les couloirs du palais retenaient leur souffle. Les pas résonnaient, prudents et délibérés, le bruit de la soie se brossant contre le marbre à peine audible sur les chuchotements qui se recroquevillent dans les couloirs comme de la fumée. Personne ne pouvait faire confiance. Pas les pères. Pas frères. Pas même les mains qui se balançaient autrefois un berceau. Le trône ptolémaïque n'a pas été transmis par le droit d'aînesse seul. Il a été gagné dans le sang. Une tasse de vin, une gorgée calme et le corps serait froid le matin. La loyauté d'un serviteur, achetée avec de l'or, pourrait se transformer en une lame silencieuse pressée contre une gorge endormie. Des sourires dans les banquets royaux masquaient des cœurs empoisonnés. Pour survivre dans cette famille, c'était toujours regarder, toujours écouter, toujours être prêt à frapper en premier. L'air d'Alexandrie était épais avec l'odeur de la mer, de l'encens, d'autres choses, quelque chose invisible mais toujours ressenti. Trahison. Le tribunal était un terrain de chasse et ses membres se sont encerclés comme des lions en attendant la faiblesse. Le pouvoir n'a pas été donné. Il a été pris. Cléopâtre a appris cette vérité tôt. Elle avait vu la facilité avec laquelle l'affection pouvait se tourner vers le meurtre,
comment un mot mal placé pouvait devenir une condamnation à mort. Son propre père, Ptolémée XII, avait porté la couronne, mais il ne l'avait jamais portée facilement. Il avait fui son propre royaume lorsque les chuchotements contre lui sont devenus trop forts, laissé sa fille dans un palais où chaque main qui la maintient pour la stabiliser pourrait tout aussi facilement la pousser dans l'abîme. Ses frères et sœurs n'étaient pas des compagnons. Ils étaient rivaux, aiguisés par les mêmes leçons, entraînés par la même fin. Ptolémée XIII, son propre frère, n'était pas un garçon en qui elle pouvait avoir confiance. C'était un roi qui avait été élevé pour croire qu'une sœur pouvait être un ennemi. Et ses conseillers, les hommes qui l'ont encerclé comme des vautours, ont nourri cette croyance jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. Le tribunal était un champ de bataille bien avant que les épées ne soient dessinées. Cléopâtre le savait. Elle avait regardé les exécutions déguisées en justice, avait vu des rivaux disparaître du jour au lendemain, leurs noms se sont déshabillés comme s'ils n'avaient jamais existé. Même les dieux ne pouvaient pas protéger ceux qui hésitaient. Une nuit, un corps a été traîné dans les rues. Un autre frère. Un autre prince qui avait atteint trop haut, qui avait fait confiance aux mauvaises mains, qui avait cru, pendant un moment stupide, qu'il était en sécurité. Les gens n'ont pas pleuré pour lui. Ils avaient vu trop de leurs dirigeants rencontrer le même sort. La loyauté était une monnaie qui a rapidement perdu sa valeur. L'allié d'aujourd'hui pourrait être l'assassin de demain. Cléopâtre n'a pas fait l'erreur de croire le contraire. Elle a écouté lorsque d'autres parlaient, pesèrent leurs mots aussi soigneusement qu'un soldat mesurait son armure avant la bataille. Elle a appris à sourire sans montrer ses dents, à promettre sans se lier, à traverser la cour avec la grâce d'une reine et l'instinct d'un survivant. Et puis la guerre a commencé. Pas avec des armées. Pas avec des chars affrontés dans le désert. Mais avec une seule décision, un trône trop petit pour deux. Ptolémée XIII a refusé de partager sa règle. Ses conseillers ont chuchoté à l'oreille, lui ont dit que l'Égypte n'avait pas besoin d'une reine, que sa sœur était une menace, qu'elle était devenue trop puissante, trop aimée par le peuple. Le murmure est devenu un commandement. La commande est devenue un complot. Et une nuit, les portes des chambres de Cléopâtre ont été ouvertes. Elle s'y attendait. Elle avait su que cela allait bien avant l'arrivée des gardes. Elle s'était préparée, car survivre dans cette famille, c'était toujours être préparé. Le désert a avalé son tout alors qu'elle s'enfuit, mais elle ne s'est pas cassée. Elle ne s'est pas rendue. Parce que le pouvoir n'a jamais été gagné par celui qui a attendu. Il a été gagné par celui qui a riposté. Le palais était trop silencieux. Le genre de calme qui se sentait lourd, contre nature, comme l'air lui-même retenait son souffle. Quelque part au-delà des salles de marbre, la grande ville d'Alexandrie est passée, ignorant qu'un seul moment avait tout brisé. Ptolémée XII était morte. L'homme qui avait gouverné l'Égypte avec des mains tremblantes, qui avait racheté son trône avec de l'or romain, allongé dans une chambre borde d'huile brûlante et chantant des relations publiques yest. Les embaumés viendraient bientôt, leurs outils pointus prêts à tailler les derniers restes d'une vie passée à courir à partir d'ombre. Mais rien ne pouvait couper la vérité, sa mort n'était pas un décès paisible. C'était un signal. Un avertissement. Un trône sans souverain était une blessure ouverte, et déjà, les vautours avaient commencé à se rassembler. Cléopâtre se tenait au bord de tout, son visage calme, illisible, son cœur battant sous le poids de ce qu'elle savait déjà. Ce n'était pas la fin d'un roi. Ce fut le début d'une guerre. Les rues à l'extérieur ont pulsé de voix, des rumeurs se propageant comme des incendies de forêt, murmures de la bouche à la bouche. Le peuple avait aimé le roi une fois, par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. Il l'avait regardé plier le genou à Rome, les payer en argent, les supplier pour son trône. Ils avaient vu une faiblesse et la faiblesse dans un souverain était impardonnable. Maintenant, certains pleuraient, certains se sont réjouis, mais la plupart attendaient simplement. Qui réclamerait le trône? Ça aurait dû être simple. Cléopâtre était sa fille la plus aînée, la plus intelligente, la plus préparée. Elle avait étudié la politique du monde, appris la puissance des mots, l'art de la décision. Mais l'Égypte n'appartenait pas à un seul dirigeant. La volonté du roi mort, écrite à l'encre qui ne signifiait plus rien, avait déclaré qu'elle devait gouverner avec son frère cadet, Ptolémée XIII. Un enfant. Une marionnette. Un garçon trop jeune pour comprendre le poids d'une couronne, mais assez vieux pour être utilisé par ceux qui ont cherché le pouvoir pour eux-mêmes. Elle sentait déjà leurs yeux sur elle, les hommes qui avaient chuchoté aux oreilles des rois, qui avaient joué leur rôle dans le grand jeu de contrôle. Ils n'ont pas vu de reine. Ils ont vu une menace.
Et une menace a dû être éliminée. Les salles du palais devenaient plus froides, les murs se rapprochent, les sourires autour de ces tranchants et faux. Les conseillers de son frère avaient déjà décidé ce qui devait être fait. Cléopâtre doit être retirée, rejetée comme tant de gens devant elle. Mais ce n'était pas une femme qui s'estomperait dans l'ombre. Elle avait passé toute sa vie à se préparer à ce moment. Les livres qu'elle avait lus, les langues qu'elle avait maîtrisées, les stratégies qu'elle avait étudiées, tout cela y avait conduit. Elle n'attendrait pas qu'il frappe en premier. Mais le pouvoir n'a jamais été pris facilement. Et en Égypte, il n'a jamais été pris sans sang. Le vent du désert coupait contre sa peau, tranchant comme un poignard, portant la piqûre de sable et de l'amertume. Cléopâtre avait tout perdu. Le trône dont elle devait gouverner, la ville qui était autrefois la sienne, les salles d'or où elle avait marché avec la certitude d'une reine, tout cela avait disparu. Elle n'était plus à Alexandrie. Elle n'était plus au pouvoir. Elle était en exil. Les hommes qui avaient juré de loyauté envers son père s'étaient retournés contre elle, chuchotant à huis clos, complotant dans des ombres. Ils avaient souri en la dépouillant de son trône, comme si elle n'était rien de plus qu'une pièce gênante à retirer de la planche. Son frère, Ptolémée XIII, était encore trop jeune pour exercer le pouvoir seul, mais il n'en avait pas besoin. Ses conseillers lui ont statué, des hommes qui n'avaient aucun amour pour elle, des hommes qui la considéraient comme un danger. Elle l'avait vu venir. Le silence dans les couloirs, les messagers qui ont cessé de venir dans ses chambres, les gardes qui ne se sont plus inclinés comme ils l'ont fait. Elle avait connu avant que le décret ne soit lu à haute voix, Cléopâtre n'était plus la reine de l'Égypte. Son évasion avait été rapide, ses pieds touchant à peine les sols en marbre du palais pour la dernière fois. Il n'y avait pas d'adieu, pas de rassemblement d'alliés, seulement le besoin désespéré de survivre. Le Nil, une fois son sang de son royaume, était devenu le chemin de son exil, l'éloignant de la seule maison qu'elle ait jamais connue. La ville qui avait été la sienne est devenue plus petite au loin, et avec elle, une partie de son ancien moi a disparu. La Syrie n'était pas un lieu de réconfort. C'était dur, impitoyable, rempli d'étrangers qui ne s'inclissaient pas à son nom. Elle était une reine sans trône, une dirigeante sans royaume. Mais elle était toujours Cléopâtre. Ce nom a encore du poids. Ce nom transportait toujours la puissance. Son exil n'était pas une fin, c'était un début. Une bataille encore à gagner. La tempête de sable faisait rage à l'extérieur, une force sauvage et implacable, mais à l'intérieur de sa tente, son esprit était plus net que jamais. Elle n'était pas là pour pleurer ce qu'elle avait perdu. Elle était là pour le reprendre. Et quand le bon moment est venu, elle reviendrait, pas en tant que reine déchue, mendiant la miséricorde, mais comme une tempête qui récupérerait tout. Les navires sont apparus à l'horizon comme des fantômes s'élevant de la mer, leurs voiles sombres ondulant contre la lueur dorée du soleil égyptien. Les habitants d'Alexandrie regardaient en silence, leur souffle pris dans leur gorge. Rome était venu. Et à sa tête se trouvait Julius César. Il est monté sur le sol égyptien avec le poids du monde derrière lui, sa présence aussi inébranlable que les colonnes en pierre des grands temples. Ses yeux, tranchants comme un prédateur, scannaient la ville agitée. Ce n'était pas un homme qui a perdu du temps avec des plaisanteries. Il était venu pour une raison, et une seule raison, pour passer l'ordre. Mais c'était l'Égypte, une terre où le pouvoir n'a jamais été simple, où les alliances étaient aussi fragiles que le sable glissant dans les doigts. La ville était en feu, pas avec des flammes, mais avec la guerre. Les forces de Ptolémée XIII contrôlaient le palais, ses conseillers chuchotant le poison dans ses jeunes oreilles. Cléopâtre était en exil, dépouillée de son trône, attendant au-delà des frontières comme une tempête prête à se casser. Le royaume a parsemé sur le bord du chaos, et César se tenait au centre, incessant par l'agitation autour de lui. Il n'était pas ici par choix. Il avait suivi la piste de son plus grand ennemi, Pompée, qui s'était enfui en Égypte à la recherche de refuge. Mais lorsque César est arrivé, il a rencontré un cadeau horrible, la tête coupée de Pompée, qui lui a été présentée par les hommes de Ptolémée comme un signe de loyauté. L'air avait épaissi en silence ce jour-là, le poids de la trahison appuyant sur les parois du palais. Ils avaient pensé qu'il le plaisait. Au lieu de cela, ils l'avaient dégoûté. Rome n'a pas honoré les lâches qui ont assassiné un homme à la recherche de sanctuaire. Cléopâtre le savait. Elle savait que César n'était pas un homme qui se penchait facilement, mais c'était un homme qui respectait le pouvoir. Et le pouvoir était quelque chose qu'elle comprenait mieux que quiconque. Elle ne pouvait pas simplement traverser les portes avant du palais et exiger son trône en arrière. Elle devait être plus intelligente.
La nuit était épaisse d'ombre lorsqu'elle est arrivée au palais. Pas de grande entrée, pas de procession. Un seul sac de lin porté par son serviteur le plus fidèle, et à l'intérieur, enveloppée étroitement dans les plis du tissu, était la reine d'Égypte elle-même. Quand ils ont dérouté le paquet devant César, elle se leva comme un murmure de l'obscurité, ses yeux se verrouillant sur le sien, sans peur. La pièce retenait son souffle. Une femme qui avait tout perdu, mais se tenait devant lui comme si elle avait déjà gagné. Les lèvres de César se sont bouclées, non pas dans l'amusement, mais en reconnaissance. Il connaissait l'ambition quand il l'a vue. Et il savait que cette femme, cette reine, ne se battait pas seulement pour un trône. Elle se battait pour la survie. Le sort de l'Égypte n'était plus entre les mains des enfants et des conseillers intrigants. Il appartenait à ceux qui comprenaient le jeu de puissance. Et le jeu venait de commencer. Les torchers vacillaient contre les murs froids en pierre du palais, jetant des ombres agitées qui dansaient avec les chuchotements de la nuit. Le grand Julius César se tenait au centre de tout cela, son esprit aussi net que le gladius à ses côtés. C'était un homme qui avait vu d'innombrables dirigeants, d'innombrables âmes désespérées griffes pour le pouvoir. Mais rien ne l'avait préparé à ce qui allait se dérouler. L'odeur de la mer s'accrochait à l'air alors que les portes du palais restaient fermées, gardes debout rigides dans leur position, ignorant la tempête qui était déjà dans les murs. Un seul serviteur s'est déplacé dans les couloirs, ses pas prudents, sa poignée ferme autour d'un paquet de lin épais. Ce n'était pas un paquet ordinaire. Il portait le sort de l'Égypte elle-même. Le silence à l'intérieur de la chambre s'épaississait lorsque le tissu était placé avant César. Les yeux de ces hommes se sont éloignés les uns des autres, confusion se gravant leur visage. Mais César, il n'a pas parlé, n'a pas bougé. Il a simplement regardé. Et puis, le lin a remué. Lentement, comme un chuchotement s'effondrait dans le vent, le tissu se décolle. Un bras mince émergeait, les bracelets dorés autour du poignet brillant dans la lueur cuite. Et puis, avec la grâce d'une reine qui n'avait jamais connu la peur, Cléopâtre s'est élevée des plis du tissu. Ses yeux bordés de col sombre ont rencontré celles de César, sans club, inébranlable. Elle se tenait devant lui avec rien d'autre que la confiance d'un souverain qui avait déjà revendiqué son trône, bien qu'en réalité, elle n'avait rien. Pas d'armée. Pas de royaume. Pas d'alliés. Seulement elle-même. Et pourtant, à ce moment-là, c'était suffisant. Les hommes qui les entourent inhalaient brusquement, certains prenant du recul comme s'ils venaient de voir quelque chose au-delà de la compréhension. Une femme a introduit clandestinement dans un palais, sans armes, enveloppée comme un cadeau, et pourtant, elle était là, commandant la pièce sans un seul mot. César l'a étudiée, son expression illisible. Il avait passé une vie en compagnie de kings, avait écrasé ceux qui se tenaient sur son chemin, avait dicté le sort des nations avec un coup de main. Mais c'était différent. Il y avait quelque chose en sa présence, quelque chose qui chuchotait du feu, des tempêtes, d'un destin trop grand pour ignorer. Elle ne s'est pas inclinée. Elle n'a pas plaidé. Elle a simplement dit, « Je suis venu récupérer ce qui est à moi. » L'air lui-même semblait s'arrêter. L'audace de ses paroles, la certitude en eux, ce n'était pas une arrogance. C'était la vérité. Les lèvres de César se recroquevillent légèrement, presque imperceptiblement. Ce n'était pas un homme facilement impressionné, mais c'était autre chose. Cléopâtre avait joué son premier coup, et c'était un coup de maître. Dehors, les vents hurlaient contre les murs du palais, le monde attend, regardant. Le jeu avait commencé. Et aucun d'eux n'avait l'intention de perdre. Des flammes se sont griffées au ciel, transformant Alexandrie en un champ de bataille de feu et de fumée. Les cris des mourants se sont mélangés au choc de l'acier, faisant écho dans les rues de la ville alors que le sang tachait les routes en marbre. La grande bibliothèque, le cœur de la connaissance, déviant contre le chaos, ses murs tremblants sous le poids de la destruction. Cléopâtre se tenait à la fenêtre du palais, ses mains se recroquevillaient en poing. En dessous d'elle, la ville a brûlé. La guerre qu'elle avait essayé d'empêcher était ici, déchirant Alexandrie avec la force d'une tempête. Rome et l'Égypte, enfermés dans une lutte brutale, et au centre de tout cela, son frère perfide, Ptolémée XIII. Il était jeune, mais les jeunes ne l'avaient pas rendu faible. Cela l'avait rendu désespéré. Il savait que tant que Cléopâtre se tenait, tant que César restait à ses côtés, son trône n'était rien d'autre qu'une illusion fragile. Et donc, il avait fait ce que les lâches font face à la force de ceux qui sont plus élevés qu'eux, il s'est tourné vers la guerre. À l'extérieur, des soldats romains ont poussé à travers les ruelles étroites, leurs boucliers brillant sous la lumière du feu,
leurs épées traversant la résistance comme le tonnerre qui divise le ciel. Les Égyptiens ont riposté avec une fureur, fidèles à leur reine, refusant de renoncer à leur terre aux mains étrangères. Les rues couraient de sang, les corps piétinaient sous les pieds alors que les marées de la bataille passaient d'un côté à l'autre. Aux portes du palais, les forces de Ptolémée se sont effondrées contre les défenses de César, leur guerre crie en perçant dans l'air épais et âcre. Le garçon roi s'était considéré comme intelligent, pensait qu'il pouvait les affamer, les couper, les noyer en nombre. Mais il avait sous-estimé l'esprit de Julius César. Le général romain avait combattu les guerres dans le monde connu. Il avait écrasé les Gaulois, dépassé les sénateurs et réécrit l'histoire avec le bord de son épée. Un siège ne le briserait pas. Un blocus ne le mettrait pas à genoux. Il s'est battu avec son esprit autant que ses mains, et son esprit avait déjà trouvé un moyen de tourner les marées. Le port était sa réponse. La flotte égyptienne, fière et incontestée, se tenait comme un mur entre César et les renforts. Mais les murs pourraient être démolis. L'ordre a été donné. Le feu a été déchaîné. Les navires ont brûlé comme des torchers dans la nuit, leurs voiles se tournant vers H alors que la mer avalait leurs restes brisés. Le ciel brillait rouge tandis que le port se remplissait de navires de naufrage, les corps de marins sans vie dérivant comme des fantômes oubliés sur les vagues. Le blocus était rompu. Ptolémée regarda de son côté de la ville, ses lèvres se séparant dans l'incrédulité. Ce n'était pas ainsi que cela devait se produire. Il avait les chiffres. Il avait l'avantage. Pourtant, sous ses yeux, les marées de la guerre changeaient. Ses doigts tremblaient. La couronne dorée sur sa tête était soudainement trop lourde. Le garçon qui avait été appelé King a maintenant vu la vérité, il n'était rien d'autre qu'un pion dans un jeu qu'il ne pouvait plus contrôler. Les murs du palais tremblaient alors que la bataille se pressait, alors que les cris des hommes se tournaient vers les rugissements de la victoire et de la défaite. Cléopâtre sentit son souffle s'accélérer. Ce n'était pas fini. Pas encore. Le Nil déciderait. Ça l'a toujours fait. Le Nil portait les morts. La rivière qui avait autrefois été une bouée de sauvetage pour l'Égypte, la veine sacrée de la terre, coulait maintenant lourde de corps. Parmi eux, un garçon roi qui avait autrefois porté la couronne d'un dieu. Ptolémée XIII, plus un souverain, plus un nom qui tenait le pouvoir, a dérivé sans vie sous le poids de sa propre défaite. Les eaux l'ont avalé, comme si les dieux eux-mêmes avaient décidé de son sort. Cléopâtre se tenait sur le balcon du palais, ses yeux sombres fixés à l'horizon. Le vent portait l'odeur de fumée et de sel, un rappel de la guerre qui avait presque volé son trône. Mais c'était fini maintenant. Le garçon qui l'avait trahi avait disparu, perdu contre la rivière qui leur avait donné la vie. La ville en dessous était calme, mais pas le silence du deuil. C'est le silence qui est venu après une grande tempête, lorsque le monde retenait son souffle, attendant ce qui allait aller ensuite. Les rues, autrefois remplies de chaos et les cris des mourants, se tenaient maintenant immobiles. Le peuple avait vu leur ville brûler, avait vu leurs dirigeants se déchirer, avait tenu leurs enfants proches alors que les dieux de la guerre tenaient au-dessus d'eux. Maintenant, ils ont attendu. Elle ne les a pas fait attendre longtemps. Drapée d'or, enveloppée dans le poids du destin, Cléopâtre est entrée dans la grande salle. Les piliers s'étendaient au-dessus d'elle, sculptés avec les visages des dieux, leurs yeux éternels regardant, jugeant. Un chemin de pétales était devant elle, cramoisi et ivoire, dispersé par des mains qui avaient autrefois craint sa chute. Mais elle n'était pas tombée. Elle s'était levée. La cour a rassemblé, des nobles dans leurs plus belles robes, des prêtres murmurant des bénédictions aux cieux, des soldats se tenant comme des statues avec leurs mains sur leurs épées. Et au centre de tout cela, le trône. Le siège des pharaons. Elle se dirigea vers elle, chaque pas faisant écho contre le sol en marbre, chaque respiration portant le poids de chaque dirigeant qui l'avait précédé. Ptolémée était parti. La guerre était terminée. Il ne restait plus d'ennemis à combattre. Elle atteignit le trône et se tourna. Le peuple a retenu leur souffle. Certains s'agenouillent. Certains ont pleuré. Un prêtre s'avança, ses mains tremblantes alors qu'il soulevait la couronne. La même couronne que son père avait portée. La même couronne qui avait été lui volée. Maintenant, il lui appartenait seul. Le poids de lui s'installa sur son front, et pendant un instant, le passé scintillait devant ses yeux, les nuits en exil, la peur, le feu, la trahison, la guerre. Le Nil, avalant son frère. César, debout à ses côtés. Les dieux, chuchotant dans le vent. Puis, elle leva son menton,
sa voix stable, forte. « Je suis Cléopâtre, reine d'Égypte. » La grande salle trembla les cris de son peuple. Les tambours rugissaient comme du tonnerre. Les soldats ont frappé leurs boucliers. Le Nil portait son nom sur ses eaux. Et quelque part au loin, l'avenir a attendu. Les torchers brûlaient bas, leur lumière vacillante coulant des ombres dorées sur les sols en marbre. À l'extérieur, le Nil chuchota contre les murs du palais, sa voix ancienne portant des secrets seuls que les dieux pouvaient entendre. Dans l'immobilité de la nuit, les pas se sont fait écho, mesurés, délibérés, sans hâte. Ils l'attendaient. Julius César se tenait près de la terrasse ouverte, la brise fraîche soulevant le bord de son manteau cramoisi. L'odeur des fleurs de lotus a persisté dans l'air, se mélangeant au sel de la mer lointaine. Il s'était tenu sur d'innombrables champs de bataille, avait entendu le choc des épées et les cris des hommes mourants, avait vu la montée et la chute des empires. Et pourtant, rien ne le perfore comme la femme derrière lui. Elle se déplaçait comme la rivière, cause à la surface, mais en dessous, une force qui pourrait secouer à travers la pierre. Sa présence a rempli la pièce avant de parler, avant même qu'elle ne l'atteigne. Cléopâtre. La reine qui avait défié la mort, qui avait récupéré son trône des mâchoires de la trahison, qui se tenait maintenant à ses côtés, ininterrompue. Elle se rapprocha, la voix aussi douce que la soie, mais portant le poids d'une règle. Rome et Égypte, murmura-t-elle, marchent-ils côte à côte, ou se regardent-ils de l'autre côté de l'eau? Un test. César se tourna vers elle, son regard stable. Ils marchent ensemble, a-t-il dit, si les bonnes mains tiennent les rênes. Ses lèvres se courbèrent, pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus net, quelque chose de savoir. Ils ont tous deux compris le jeu. Le pouvoir était une langue, et ils l'ont parlé couramment. Mais le pouvoir seul n'avait jamais été suffisant pour des hommes comme lui, pour des femmes comme elle. Ça devait être quelque chose de plus. Elle tendit la main vers le gobelet sur la table voisine, le soulevant à ses lèvres, ses yeux ne quittent jamais le sien. Le vin était doux, sombre comme du sang. Et qu'en est-il de nous? Elle a demandé, la question un murmure entre eux. Sommes-nous simplement des mains sur les rênes? Il aurait pu répondre par stratégie. Il aurait pu parler du besoin de Rome pour l'Égypte, du besoin d'Égypte pour Rome, des alliances, des traités, du poids de la politique pressant contre leurs épaules. Mais elle aurait connu le mensonge avant même de le parler. Alors il s'est rapproché, l'espace entre disparaissant comme un souffle qui s'estompe. Je ne perds pas mon temps avec des choses qui n'ont pas d'importance, a-t-il déclaré. Et toi, Cléopâtre, comte. Pour la première fois ce soir-là, elle sourit vraiment. Le monde croyait que leur histoire était écrite en pouvoir, en ambition, en guerre et en conquête. Et c'était peut-être. Mais il y avait autre chose, quelque chose de plus profond, quelque chose de tardif que aucun d'eux n'osait nommer. Il se trouvait dans la façon dont sa main se frottait le sien quand personne ne regardait, dans la façon dont sa voix s'adoucit quand il parlait son nom. De la façon dont ils ont tous deux compris que ce qu'ils avaient pouvait secouer les empires. Les dieux regardaient. Le monde regardait. Et aucun d'eux ne se détournerait. Les cris du nouveau-né résonnaient à travers les salles de pierre, perçant l'immobilité de la nuit comme une lame à travers la soie. À l'extérieur, le Nil s'est déplacé dans une procession sans fin et silencieuse, comme si elle témoigne du moment. Les torchers clignotèrent, leurs flammes dorées dansant contre les murs sculptés du palais, jetant de longues ombres qui semblaient s'étirer à travers le temps lui-même. Cléopâtre resta immobile, ses yeux sombres enfermés sur le petit paquet placé doucement dans ses bras. Son souffle était inégal, son corps tremblant du travail qui avait drainé chaque once de sa force, mais son esprit était plus net que jamais. L'enfant a niché contre elle, de minuscules doigts se recroquevillant dans le tissu de sa robe en lin. Il était chaud. Fragile. Vivant. Un fils. Le poids de cette vérité se pressa contre sa poitrine aussi lourdement que le col doré reposant sur sa peau. Il n'était pas seulement son enfant. Il était Rome. Il était l'Égypte. Il était le sang de Julius César et la ligne des Ptolémies tissée en une seule. Le garçon remua, ses paupières flottant et Cléopâtre laissa échapper une lenteur de respirer qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Sa peau était douce, son visage toujours marqué de la rougeur de la naissance, mais il y avait de la force dans sa prise alors que ses minuscules doigts se serraient dans un poing. La main d'un guerrier. La main d'un roi. La porte s'ouvrit tranquillement et les pas se déplaçaient prudemment sur le sol poli. L'infirmière mouillée attendait, la tête s'inclina, les yeux abattus,
comme si peur de regarder l'enfant qui portait le poids de 2 empires dans son sang. Cléopâtre l'a à peine reconnu. Elle pressa un baiser sur le front de l'enfant, ses lèvres persistantes pendant un moment, son esprit court à travers les siècles à venir. Serait-il un souverain, ou serait-il un pion? Porterait-il la volonté de faire de son père, ou serait-il avalé entier par la politique qui avait fait, et détruite, si avant lui? Elle tourna légèrement la tête, sa voix stable malgré la tempête qui faisait rage en elle. Il s'appellera Ptolémée XV, a-t-elle dit, ces mots comme la pierre sculptée, inébranlable. Mais le monde le connaîtra comme Césarion. L'infirmière mouillée hocha la tête, avançant avec hésitation, les mains tendant la main pour prendre l'enfant. Mais Cléopâtre n'a pas desserré sa prise. Pas encore. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre ouverte où le ciel nocturne s'étendait sans fin au-dessus d'Alexandrie. Quelque part au-delà de ces stars, César marchait dans les rues de Rome, ignorant que son fils venait de reprendre son premier souffle. Aurait-il souri à la nouvelle? Aurait-il chuchoté le nom du garçon sous son souffle, sachant qu'un morceau de lui vivait maintenant au-delà du Tibet, au-delà du Sénat, au-delà de la portée de ceux qui ont cherché à contrôler son sort? Une soudaine rafale de vent suscite les rideaux lourds, ce qui les faisait se gonfler comme des voiles sur une mer. L'emprise de Cléopâtre sur l'enfant s'est resserrée. Les dieux lui avaient donné ce fils, mais les dieux n'ont jamais été gentils sans prix. Et dans l'ombre du palais, les chuchotements avaient déjà commencé. Les rues de Rome ont pulsé de la vie, une ville de pouvoir et d'ambition où chaque pierre chuchotait des secrets de conquête. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. L'air était différent, chargé, électrique. Les yeux se tournèrent, les voix étouffées et les pas ralentisant alors que la procession se déplaçait à travers le forum. Elle n'appartenait pas ici, mais elle commandait chaque regard. Cléopâtre est montée dans une voiture opulente drapée de riches soies égyptiennes, la broderie dorée attrapant le soleil romain et le posant en feu. Ses yeux sombres bordés de colle n'ont jamais hésité, même si elle pouvait sentir le poids de leur regard. Certains étaient remplis de crainte, d'autres de curiosité et d'autres avec un mépris à peine dissimulé. Pour eux, elle était un étranger, une reine d'une terre de dieux et de mysticisme, une femme étrangère qui avait empêché leur puissant César. À Rome, elle était drapée de puissance dans l'odeur de lotus et de la myrrhe, une tempête enveloppée de soie. Les sénateurs ont regardé depuis les marches en marbre, leurs tout-os, leurs expressions illisibles. Les nobles women chuchotaient derrière des mains délicates, leurs yeux vacillant entre la fascination et le mépris. Les hommes qui ont combattu les guerres avec des mots et l'acier se tenaient maintenant à l'ombre d'une femme qui avait façonné un empire avec un coup d'œil, un murmure, une promesse. Et à côté d'elle, dans les bras d'une infirmière, se trouvait l'enfant. Césarion. Il avait à peine plus d'1 an, mais sa présence était indéniable. Ses petits doigts s'enroulèrent autour du tissu de la robe de sa mère, ses yeux sombres scannant un monde trop vaste pour qu'ils comprennent. Mais Rome a compris. Ils ont vu. Ils savaient. C'était le sang de Julius César, un enfant qui portait à la fois l'aigle de Rome et le soleil de l'Égypte dans ses veines. Le char s'est arrêté lent avant les marches de la villa où elle resterait. Ce n'était pas le grand palais qu'elle connaissait à Alexandrie, mais cela n'avait pas d'importance. Elle n'était pas venue admirer Rome. Elle était venue voir. Quand elle est montée sur les pierres en marbre, la ville semblait retenir son souffle. Elle s'est déplacée comme une déesse sculptée de l'obsidienne et de l'or, chaque étape délibérée, chaque souffle mesuré. Elle ne s'est pas inclinée. Elle n'a pas baissé les yeux. César avait construit Rome, mais ce jour-là, il lui appartenait. Elle savait pourquoi ils l'ont regardé si de près, pourquoi leur chuchotement s'accrochait à l'air comme le parfum de l'encens brûlant. Elle n'était pas seulement une reine. Elle était un avertissement. Une promesse. Une menace. Et dans les salles du Sénat, derrière des portes clôturées et des conversations chuchotées, ils décidaient déjà de la fin de l'histoire. Le vent à Rome portait un étrange froid ce matin-là, comme si la ville elle-même sentait ce qui allait arriver. Dans les rues bondées, les hommes parlaient dans des voix étouffées, leurs mots coupés, leurs yeux se déplaçant. Il y avait une tension dans l'air, épaisse et inébranlable, enroulant le forum comme une force invisible. Quelque chose allait se briser. À l'intérieur du Sénat, les torches brûlaient bas, jetant longues et vacillant des ombres contre les murs en marbre. Le sol était frais sous les pieds en sandales, le poids de la puissance appuyant sur chaque pilier sculpté. Julius César entra, sa robe cramoisie coulant derrière lui, son visage illisible, ses pas stables. Il aurait dû savoir. Les murmures, les regards froids,
La façon dont certains hommes ont refusé de rencontrer son regard, tout cela avait été des avertissements enveloppés en silence. Et pourtant, il s'avança, vers des hommes qu'il avait autrefois appelés alliés, vers le destin lui-même. Puis le premier poignard a frappé. La pièce a explosé dans le chaos. Les sénateurs ont bondi en avant, leurs visages tordus de peur, de rage, de désespoir. Les lames clignotèrent, crimes sont pulvérisés et l'homme le plus puissant de Rome, l'homme qui avait conquis les nations, réécrit des destins, à genoux. Son souffle est entré dans des halètements peu profonds, sa vision s'estompa, et comme le coup final était déliversé, il a vu le visage d'un fils qu'il ne soulèverait jamais, une femme qu'il ne tiendrait plus jamais. Et puis, silence. Un mot se propage comme une traînée de poudre. Rome trembla sous le poids de sa propre trahison. Les gens se sont répandus dans les rues, certains pleurant, certains criant, certains debout dans une incrédulité stupéfaite. Les dieux les avaient abandonnés, ou peut-être qu'ils n'avaient jamais regardé du tout. Loin du sol taché de sang du Sénat, Cléopâtre se tenait gelée, la nouvelle la frappant comme un poignard à la poitrine. Ses lèvres se séparèrent, mais aucun mot n'est venu. L'air dans le palais étouffait soudainement. Les torchers vacillaient sauvagement, jetant des ombres erratiques à travers les murs, mais elle n'a pas bougé. Il l'avait pris d'elle. L'homme qui l'avait tenu dans ses bras sous les étoiles égyptiennes, qui avait chuchoté des promesses contre sa peau, qui avait construit un empire et l'avait placé à côté de lui, son sang attachait les pierres de Rome à l'eau. Le silence à Alexandrie n'a jamais été un signe de calme, c'était la pause avant une tempête, l'inhale avant un cri. La ville, drapée au clair de lune, retenait son souffle. Derrière les murs du palais, Cléopâtre était immobile, ses doigts agrippant la coudoir de son trône. Les flammes dans les brasiers de bronze projettent des ombres tremblantes sur le sol en marbre, vacillant comme un avenir incertain qui s'étendait devant elle. Rome était en feu, pas en flammes, mais dans le chaos qui a suivi la mort de César. Ces assassins avaient plongé leur poignard en plus que son corps, ils avaient brisé l'équilibre fragile des pouvoirs. Les rues de Rome grouillaient d'incertitude. La République serait-elle restaurée, ou une autre augmenterait-elle pour prendre sa place? Les hommes ont aiguisé leurs lames dans l'obscurité, les alliances se sont déplacées comme du sable sous les pieds agités, et au milieu de tout cela, elle se tenait seule. Elle avait toujours su que ce moment viendrait. Le pouvoir n'a jamais été donné, il a été saisi, combattu, saigné. Et maintenant, sans César, elle devait décider comment s'y accrocher. Le Sénat n'avait aucun amour pour elle. Les hommes qui l'avaient tuée avaient chuchoté à son sujet dans leur salle, l'ont appelée une menace, une enchanteresse, une reine étrangère avec trop d'ambition. À leurs yeux, c'était une femme qui n'avait pas sa place dans leur monde. Mais Rome n'était pas la seule avec des hommes avides de pouvoir. Même à Alexandrie, elle sentit le poids de regarder les yeux, l'attendant pour qu'elle vacille. Des conseillers, des généraux, des nobles, tous murmuraient à huis clos. Avait-elle s'accroché à la mémoire de Rome, ou se taillerait-elle son propre chemin? S'oumerait-elle, ou se battrait-elle? Sa main reposait sur la soie de sa robe, juste au-dessus de son estomac. Césarion. Il était encore si jeune, trop jeune pour comprendre ce qui lui avait été volé. Mais le sang du plus grand souverain de Rome a couru dans ses veines. S'il vivait, s'il survivait aux guerres qui venaient, il pourrait être plus qu'un simple prince, il pourrait être une force pour remodeler le monde. Mais d'abord, elle a dû survivre. Elle a envoyé des messages dans l'obscurité, des mots portés par des mains de confiance. Certains n'ont jamais atteint leur destination. Certains ont été interceptés. Mais ceux qui comptaient. Il y avait encore des hommes à Rome qui avaient suivi César jusqu'à son dernier souffle, marqué Antony parmi eux. Un soldat, un stratège, un homme qui avait été plus proche de César que quiconque. Il n'était pas idiot. Il savait que la lutte pour le pouvoir serait brutale, que les chuchotements du Sénat étaient des poignards qui attendaient de frapper. Cléopâtre n'a pas demandé. Les reines n'ont pas demandé. Mais elle a offert quelque chose de bien plus grand que les mots, elle a offert du pouvoir. Elle avait des navires, de l'or, des ressources, de l'influence. Si Antony voulait réclamer ce que César avait laissé, il aurait besoin d'elle. Et elle avait besoin de lui. Ses ennemis pensaient qu'elle se recroquevillerait. Ils pensaient qu'elle se retirerait, qu'elle disparaîtrait des affaires de Rome comme une ombre à Dawn. Ils avaient tort. Elle ne serait pas oubliée. Elle ne serait pas rejetée. Et à Rome, la tempête se préparait déjà. L'odeur de sel et de myrrhe a rempli l'air alors que le grand navire glissait dans les eaux de la rivière Cydnus. Le ciel brûlait avec la lueur dorée du crépuscule,
sa lumière se reflétant sur les voiles drapés en soie teinte de violet foncé, royal, enivrant, inoubliable. Les rameurs ramaient à l'unisson parfait, leurs mouvements stables, sans effort, comme guidés par la volonté de la déesse elle-même. Chaque ondulation dans l'eau, chaque décalage du vent, chuchotait quelque chose d'extraordinaire sur le point de se dérouler. Marc-Anthony se tenait à la rive, ses bras croisés sur sa poitrine, son regard enfermé sur la vision devant lui. Il avait entendu les histoires, les murmures des sénateurs, les chuchotements envieux de Romeu. Ils ont parlé d'une femme plus dangereuse qu'une armée, une reine qui pourrait plier la volonté des hommes les plus puissants. Il les avait licenciés. Les mots ne signifiaient rien avant de prouver. Mais alors que le navire se rapprochait, alors que l'or et l'ivoire scintillaient dans le soleil mourant, il sentait quelque chose qu'il ne s'attendait pas. Anthony n'a pas été facilement impressionné. Il avait combattu les guerres, dirigé des légions, renversé du sang sur les continents. Il avait vu des dirigeants trembler devant lui, avait entendu les plaidoyers désespérés des rois qui avaient tout perdu. Mais c'était autre chose. Elle n'était pas venue comme un suppliant cherchant sa faveur. Elle n'était pas arrivée comme un allié étranger s'humiliant avant la puissance de Rome. Elle était venue comme une déesse, une force de la nature qui demandait à se sentir, à se souvenir. La proue du navire a traversé l'eau comme une lame. La brume parfuquée s'élevait du pont, enroulant le navire comme le souffle des dieux. Allongée sous une canopée dorée, drapée de tissu chatoyant qui a attrapé la dernière lumière du jour, était Cléopâtre. Ses yeux sombres, bordés de colle, ont rencontré son inébranlable, illisible. Les bijoux ornaient ses poignets et sa gorge, mais ils n'étaient rien comparé à la présence qu'elle portait. La musique dérivait à travers l'eau, harpe, flûte, voix chantant dans des langues plus anciennes que Rome elle-même. Le parfum des roses et de l'encens brûlant s'accrochait à l'air. Le moment s'est étendu, le monde se rétrécissant jusqu'à ce qu'il n'y ait rien d'autre que la rivière, le navire et la femme qui changeraient tout. Anthony s'attendait à une arrogance, à la séduction, à une performance destinée à le balancer. Mais alors qu'elle montait sur le rivage, alors que ses pieds nus se pressaient dans la terre, il y avait autre chose dans son regard. Pouvoir. Puissance absolue et indéniable. Non empruntée à un homme, non accordée par un empire, mais quelque chose qu'elle portait en elle comme une flamme qui a refusé de mourir. Elle ne s'est pas inclinée. Elle n'a pas parlé en premier. Le silence entre eux était plus lourd que la guerre, plus épais que la chaleur du soleil égyptien. Et puis, elle sourit. Pas le sourire timide et pratiqué d'une reine avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait, mais quelque chose de plus lent, quelque chose de savoir. Le genre de sourire qui a fait en sorte que les hommes remettent en question tout ce qu'ils avaient jamais cru sur la force et le contrôle. Anthony fit un pas en avant, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol humide. La tension dans sa poitrine était inconnue, troublante. Il avait rencontré des femmes qui jouaient au pouvoir, qui chuchotaient dans l'ombre des salles de marbre de Rome, qui brandissaient leur beauté comme une arme. Mais Cléopâtre n'était pas un murmure. Elle était tonnerre avant la tempête. Enfin, elle a parlé. Sa voix était lisse, délibérée, filetée d'amusement. Je ne suis pas venu à Rome quand César m'a appelé. Mais je suis venu à toi, Marc-Anthony. Les mots étaient simples. Mais ils ont tenu un défi, une promesse tacite, un piège dans lequel il est entré volontiers. Une rafale de vent a envoyé les torches vacillantes, des ombres dansant sur leurs visages. Quelque part au loin, la rivière a accroché le rivage, indifférent au moment qui se déroule sur ses rives. Mais Anthony savait, rien ne serait le même après cela. Et aucun d'eux n'avait l'intention de s'éloigner inchangé. L'odeur d'huile brûlante a rempli la chambre, les flammes des lampes en bronze jetant des ombres vacillantes sur les murs. La nuit était chaude, épaisse avec le parfum du vin et du jasmin, mais aucun d'eux n'a remarqué. Pas la nuit, pas les murs, pas même le monde à l'extérieur. Marc-Anthony se pencha en arrière, son regard fixé sur la femme devant lui. Cléopâtre était assise en face de lui, ses doigts glissant sur le bord d'une tasse d'or, son expression illisible. Pour tous les rires qui avaient rempli la soirée, pour tous les taquineries et les jeux, quelque chose de plus profond a remué sous la surface. Quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer mais tous deux refusaient de nier. Anthony avait déjà vu la beauté. Il connaissait l'amour, ou du moins ce que les hommes appelaient l'amour, des moments éphémères dans des lits mous, des promesses chuchotées qui ne signifiaient rien à la lumière du jour. Mais ce n'était pas ça. Il n'y avait pas de douceur dans Cléopâtre. Pas d'hésitation. Elle a rencontré son regard avec la confiance d'une reine, le défi d'une femme qui avait façonné son propre destin.
Et pourtant, il y avait autre chose, quelque chose qui lui faisait couper le souffle dans sa gorge. Il tendit la main vers sa tasse, seulement pour se rendre compte que c'était vide. Cléopâtre eut un sourire narquois, se levant sur ses lèvres. « Vous perdez » a-t-elle dit, inclinant la tête très légèrement. Il gloussa, secouant la tête. « Tu triches. » Toujours, admit-elle, posant sa tasse. Mais seulement quand c'est important. Les mots pendaient entre eux, plus lourds que l'air, plus épais que le silence qui a suivi. Antony avait combattu les guerres, s'était tenu sur des champs de bataille où des milliers de personnes étaient tombées, avait regardé la montée et la chute des hommes qui se croyaient intouchables. Mais rien ne l'avait jamais fait se sentir aussi vulnérable que la façon dont elle le regardait maintenant. Elle ne l'a pas adoré. Elle ne le craignait pas. Elle ne s'est pas inclinée. Elle a mis au défi. Elle a joué. Elle a régné. Et d'une manière ou d'une autre, à ce moment-là, il ne voulait rien de plus que de la laisser gagner. La porte de la chambre remenait ouvert, les sons d'Alexandrie dérivant de au-delà. Les musiciens ont joué au loin, le moulin doux d'un lyre en train de passer dans l'air nocturne. Quelque part, un bateau se déplaçait paresseusement le long du Nil, ses rames plongeant dans l'eau avec une facilité pratiquée. Le monde ne s'était pas arrêté. Et pourtant, pour eux, il l'avait fait. Antony tendit la main sur la table, ses doigts se frottant contre le sien. Il s'attendait à ce qu'elle s'éloigne. Elle ne l'a pas fait. « Tu es dangereux » murmura-t-il, les mots à peine plus qu'un souffle. Les lèvres de Cléopâtre se recroquevillent dans un sourire lent et connaissant. « Vous aussi. » Le jeu était terminé. Il ne restait plus rien à faire semblant. La ville les chuchota avant l'aube. Les serviteurs ont échangé des regards, les sénateurs ont serré leurs mâchoires, les messagers se sont précipités dans des couloirs portant des lettres remplies d'avertissements. La reine et le Romain étaient devenus quelque chose de plus que de simples alliés. Et Rome ne le pardonnerait pas. Mais aucun d'eux ne se souciait. Pas alors. Pas encore. Parce que dans le calme de cette chambre, dans le silence de minuit, ils n'étaient pas des dirigeants. Pas des guerriers. Pas des symboles de puissance verrouillés dans une bataille que l'histoire n'oublierait jamais. Ils étaient simplement deux âmes, emmêlées dans quelque chose qui ne pouvait pas s'échapper. Le soleil a brûlé de l'or sur Alexandrie, le ciel s'étendant sans fin au-dessus de la grande ville. Les rues fredonnaient de voix, une énergie agitée épaissant l'air alors que les gens se rassemblaient près des grandes salles du palais. Quelque chose allait. Quelque chose qui changerait tout. Cléopâtre se tenait au cœur de tout cela, ses yeux scannant la foule, son pouls stable. La soie de sa robe scintillait sous le soleil, le poids de sa couronne pressant contre son front. Elle avait porté de nombreuses couronnes, mais aujourd'hui, celle-ci était différente. Aujourd'hui, elle n'était pas seulement la reine égyptienne. Elle était quelque chose de plus. À côté d'elle, Antony se tenait, sa présence aussi inébranlable que les piliers en marbre les dominant. Il avait combattu des guerres, écrasé des ennemis sous son épée, mais ceci, c'était un autre type de bataille. C'était le pouvoir dans sa forme la plus pure, et il le revendiquait, non pas avec des effusions de sang, mais avec des mots. Le moment s'étendait alors que le silence s'installe sur la foule rassemblée. Ensuite, Antony s'avança. Sa voix portait comme une tempête roulant sur la mer. Il a parlé des échecs de Rome, de sa cupidité, de son cécité à ce qui dépassait ses murs. Il a parlé d'un monde qui pourrait être plus grand, plus fort, non uni par les sénateurs dans les toges mais par des dirigeants qui comprenaient le poids du véritable commandement. Et puis, les cadeaux. Avec cérémonie solennelle, les enfants de Cléopâtre ont été amenés devant le peuple. Alexander Hélios, son jeune visage se déroulant avec la détermination d'un garçon qui savait déjà qu'il était destiné à la grandeur. Ptolémée Philadelphus, ses petites mains serrées à ses côtés, ses yeux tranchants malgré sa jeunesse. Sélène, prête et gracieuse, l'esprit de sa mère brûlant dans son regard. Antony leva les mains. Le souffle de la foule atteignait. À Alexander Hélios, il a accordé l'Arménie, les Médias et Parthia. Des terres que Rome avait eu du mal à apprivoiser, maintenant placées entre les mains du fils de Cléopâtre. À Ptolémée Philadelphus, Syrie et Cilicia. À Sélène, en Libye et en Cyrénéka, un avenir façonné par le même feu qui avait forgé le destin de sa mère. Et puis, Cléopâtre. Il se tourna vers elle, et pendant un bref instant, le monde s'est rétréci vers les deux. La reine d'Égypte, la femme qui s'était liée à l'histoire avec une pure volonté, a été couronnée une fois de plus. Pas seulement en tant que souverain, mais en tant que reine des rois.
La foule a éclaté. Certains ont applaudi, leur voix s'élevant dans des vagues de louanges. D'autres chuchotaient, leur visage pâline avec le poids de ce qui venait de se dérouler. Antoine et Cléopâtre avaient tracé une ligne, non pas dans le sable, mais dans la pierre. Une déclaration de guerre, non pas au combat, mais en ambition. À Rome, les hommes rageraient. Octavian serrait ses poings et broyait les dents. Le Sénat murmurait la trahison, d'un général romain qui avait abandonné sa ville pour une reine égyptienne. Mais ici, à Alexandrie, sous la lumière dorée d'un empire reborn, rien de tout cela n'avait d'importance. Parce qu'en ce moment, ils étaient intouchables. Les lettres sont arrivées comme des couteaux. Chaque rouleau portait le même message, enveloppé dans le langage de la diplomatie mais lourd de menaces. Rome ne défendrait pas cela. Le Sénat crachait Vénome, appelant Antony un traître, un imbécile envahi par une reine étrangère. La voix d'Octavian s'élevait au-dessus des autres, ses mots étaient empreints de fureur, son ambition s'étendant comme une ombre sur le monde. Cléopâtre a lu les mots aux yeux froids. Elle avait su que cela allait arriver. Le pouvoir n'a jamais été donné, il a été pris. Et ceux qui l'ont pris devaient être prêts à se battre pour cela. À côté d'elle, la mâchoire d'Antony a été serrée, ses mains s'enroulèrent dans les poings alors qu'il fixait le parchemin devant lui. La guerre n'était plus une tempête lointaine qui grondait à l'horizon. C'était ici. Octavian avait déclaré Antony un ennemi de Rome. Pas un rival. Pas un adversaire. Un ennemi. Les rues d'Alexandrie ont bourdonné de malaise. Les soldats ont aiguisé leurs épées, leurs yeux durement avec compréhension. Certains craignaient la puissance de Rome, les légions athées pourraient écraser des villes entières sous leurs pieds. Mais d'autres, ceux qui s'étaient tenus à côté d'Antony au combat, ceux qui avaient vu l'esprit inflexible de Cléopâtre, sont prêts. Antony a bougé comme un homme possédé. Les conseils de guerre s'étendaient longtemps dans la nuit. Des stratégies ont été tracées, des routes tracées avec des doigts sur des cartes tachées de vin. Des messagers ont été envoyés à des alliés, appelant des faveurs, exigeant la loyauté. Cléopâtre la regardait, son esprit courir. C'était un guerrier, mais Rome était une bête pas comme les autres. Il ne s'est pas battu avec l'honneur. Il s'est battu avec rusée, avec patience, avec tromperie. Et Octavian, froid et calculant, était sa lame la plus pointue. Les navires ont été préparés. Des centaines d'entre eux. Leurs voiles se sont gonflées contre le vent alors qu'ils bordaient la côte, attendant les ordres. Cléopâtre n'avait épargné aucune dépense. L'or, le grain, les hommes, tout ce que l'Égypte avait été versé dans cette guerre. Ce n'était pas une simple escarmouche. Ce fut une bataille pour la survie. Puis vint les chuchotements. Doute de ramper comme du poison dans les rangs. Le pouvoir de Rome était trop grand. Octavian avait tourné le Sénat contre eux. Certains des propres hommes d'Antony ont vacillé, leur fidélisation qui se brise sous le poids de ce qui allait arriver. Cléopâtre l'a vu sur le visage d'Antony. Les nuits ont grandi. Ses paroles sont devenues plus nettes, son tempérament brûlant plus chaud. Il avait combattu d'innombrables batailles, mais celle-ci était différente. Il ne s'agissait pas seulement de la terre ou de la richesse. Il s'agissait de fierté, de prouver qu'il n'avait pas été avalé entier par l'amour d'une reine. Et Rome ne lui pardonnerait jamais pour cela. Les tambours de la guerre ont toncé dans la ville, appelant les hommes aux armes. La flotte a mis la voile, ses coques traversant les eaux comme des lames. Antony et Cléopâtre se tenaient à la barre, leurs regards enfermés à l'horizon. Ils avaient défié les dieux, le destin plié à leur volonté. Maintenant, ils feraient face au jugement de l'histoire. Et l'histoire était impitoyable. Le vent portait l'odeur du sel et de la guerre. Des vagues se sont détournées contre les coques de navires imposants, leurs voiles gonflées de tension. La mer, autrefois une vaste étendue indifférente, était devenue un champ de bataille. Ce n'était pas le matin ordinaire. C'était un calcul. Du pont de son navire amiral, Cléopâtre se tenait, son armure dorée attrapant la lumière du soleil, ses yeux fixés à l'horizon où l'ennemi se cachait. Antony était à côté d'elle, silencieuse, son regard illisible. Autour d'eux, les navires égyptiens et romains, une flotte de plus de 500, se profilent dans l'eau comme des bêtes agitées. Les bannières de leur empire se sont cassées contre le vent. Au-delà de la brume, les forces d'Octavian attendaient. Son amiral, Agrippa, avait positionné la flotte ennemie avec une précision impitoyable, coupant leur retraite, les forçant dans les mâchoires de la bataille.
Le piège avait été fixé bien avant que quiconque ne se rende compte qu'il y entrait. Une seule corne a brisé le silence. Puis un autre. Puis le rugissement assourdissant de la guerre. Les rames ont plongé dans l'eau. Des navires ont bondi, leurs prows tranchant les vagues comme des poignards. Le ciel s'assombrit avec la fumée des vaisseaux brûlants, et l'air s'épaissit avec la saveur métallique du sang. Des flèches pleuvaient d'en haut, hurlant à travers le vent avant de trouver leur marque. Les hommes sont tombés dans la mer, leurs cris perdus sous le chaos. Antony s'est battu comme un homme possédé. Son navire a percuté les navires ennemis, le choc du bois et du fer sonne comme le tonnerre. Il aboya les ordres, son épée clignotant, coupant la chair, à travers l'armure. Mais l'ennemi était implacable. Les hommes d'Agrippa ont envahi comme des criquets, leurs mouvements précis, leurs frappes impitoyables. Le cœur de Cléopâtre battait en voyant la vague de bataille se déplacer. Leur flotte était dépassée. Les hommes d'Octavian avaient bloqué chaque itinéraire d'évasion, les forçant de plus en plus près dans un piège suffocant. Navires brûlés. Les guerriers se sont noyés. La mer est devenue rouge. Ensuite, l'impensable. La fumée se recroqueville autour du navire de Cléopâtre, épaisse et aveuglante. La bataille était devenue une tempête de mort, et à travers elle, elle a vu l'inévitable. La bataille a été perdue avant même qu'elle ne commence vraiment. Elle se tourna, ses yeux rencontrant celle d'Antony. Une décision, silencieuse mais assourdissante, est passée entre eux. Son navire s'est libéré. Les voiles se sont déroulées. Les vents l'ont emmené. Et Antony, le guerrier, l'homme qui n'avait jamais fui un combat, regardait la femme qu'il avait tout risqué pour disparaître au-delà de l'horizon. Les hommes l'ont vu aussi. Leur résolution s'est brisée. La flotte s'est effondrée. Les navires se sont rendus. Des légions qui avaient autrefois assermenté la loyauté envers Antony l'ont abandonné, leur foi s'enfonçant sous le poids de la défaite. La bataille était terminée et Octavian avait gagné. Mais la guerre n'a pas encore été terminée. La mer avait avalé leurs rêves. La fumée a toujours persisté dans les airs, s'accrochant à leur peau comme les fantômes des hommes qui s'étaient noyés dans le carnage d'Actium. Le vent portait l'odeur du bois brûlé, un rappel cruel de ce qui avait été perdu. Les mains d'Antony ont serré la balustrade du navire alors que les côtes dorées d'Alexandrie apparaissaient au loin. Une fois, il était retourné dans cette ville en tant que conquérant. Maintenant, c'était un homme fuyant sa propre ruine. Cléopâtre se tenait à côté de lui, son silence est plus lourd que les vagues s'écrasaient. Elle avait vu de nombreuses batailles, beaucoup de trahisons, mais aucune comme ça. La flotte qui avait autrefois porté son ambition avait disparu. Leur empire, pourquoi ils s'étaient battus, saignait, glissait à travers leurs doigts comme du sable dans le vent du désert. Alexandrie se profile devant eux, toujours radieuse, toujours debout. Mais quelque chose avait changé. Les rues n'en ont plus applaudi leur retour. Les gens chuchotaient derrière des voiles, les yeux remplis de questions. Leur reine avait-elle abandonné le combat? Antony, le grand guerrier de Rome, avait-il tout perdu? À l'intérieur du palais, des torchers vacillaient contre les murs en marbre, leurs flammes dansant comme un avenir incertain. Antony a versé du vin, mais il n'a rien fait pour noyer l'amertume dans sa gorge. Ces hommes l'avaient abandonné. Ces légions, autrefois inébranlables, avaient juré leur loyauté envers Octavian. Il avait été un lion, mais maintenant il était en cage, son rugissement perdu dans les échos de la défaite. Cléopâtre la regardait, ses propres peurs enfouies sous le poids de la stratégie. Elle savait ce qui allait arriver. Octavian ne serait pas satisfait de leur retraite. Il viendrait pour l'Égypte, pour elle, pour leurs enfants. Et il n'y aurait pas de pitié. Dans les semaines qui ont suivi, la ville s'est préparée. Les soldats ont patrouillé dans les rues avec des épées dessinées, mais même ils connaissaient la vérité, quand Rome est venu frapper, les murs s'effondreraient. Les alliances changeraient. La loyauté était une chose fragile dans des moments comme ceux-ci. Des lettres ont été envoyées. Plis déguisés en négociation. Cléopâtre, toujours le tacticien, a contacté Octavian en secret. Il y avait peut-être encore un moyen de sauver quelque chose de l'épave. Mais aucune lettre, aucune offre, aucune promesse chuchotée ne pouvait annuler ce qui avait déjà été déclenché. La guerre n'était pas terminée à Actium. Il n'avait changé que la forme. Maintenant, c'était une bataille contre le temps, contre le destin, contre la main inévitable qui atteignait déjà leur gorge. Et au cœur de tout cela, Antony et Cléopâtre se tenaient ensemble, attendant la tempête qui déciderait de tout.
Les couloirs du palais se sentaient plus froids maintenant. Une fois remplis de rires, de musique et de murmures de la stratégie, ils étaient devenus des chambres creux de silence et d'attente. Antony était assise avec sa tête dans ses mains, ses doigts s'en mêlèrent dans ses cheveux, car un autre message était déposé devant lui. Une autre défection. Une autre trahison. Ses alliés les plus fiables, les hommes qui lui avaient juré leurs épées, disparaissaient comme des ombres à l'aube. Cléopâtre se tenait près de la fenêtre, la lumière dorée du soleil décolorant de l'Égypte jetant de longues ombres sur son visage. Sa prise se resserra autour de la lettre dans sa main, les mots saignant dans sa peau. Ses navires. Ses généraux. Le fondement même de sa règle, se glissait, morceau par morceau. Elle se tourna, sa voix stable malgré la tempête dans sa poitrine. Il nous quitte. La mâchoire d'Antony se serra. Il savait. Il avait connu à partir du moment où ses hommes hésitaient lors de la dernière bataille, de la façon dont les chuchotements l'ont suivi dans les rues. La loyauté, semblait-il, était pour les victorieux. Et ils, malgré toute leur force, leur amour, leurs défis, ne gagnaient plus. Les premières fissures étaient apparues après Actium, mais maintenant ils s'élargissaient en fractures profondes et impitoyables. Les rois et les commandants qui s'étaient un autrement se tenaient à leur côté promettant désormais allégeance à Octavian. Leurs noms, une fois parlés avec respect dans les tribunaux de l'Est, ont maintenant été murtirés lors de réunions secrètes en tant que contes édifiants. La marée s'était retournée et leurs alliés ont rapidement changé avec. Cléopâtre pensa à sa flotte, son amiral de confiance qui avait une fois juré de la servir jusqu'à la mort. Maintenant, ces navires ont navigué sous la bannière de Rome. L'or avait changé de main. Les promesses avaient été réécrites. Et elle, qu'aînée d'Égypte, la femme qui avait plié les rois à sa volonté, perdait sa portée. Antony a claqué son poing contre la table en marbre, le gobelet de vin avant lui, le liquide sombre se propageant comme du sang renversé. Il avait combattu aux côtés de ses hommes. Il les avait conduits à la victoire, partagé leur butin, se tenait à côté d'eux à travers des batailles qui avaient secoué la terre. Et maintenant ? Maintenant, ils se sont détournés, comme s'il n'était rien d'autre qu'un fantôme du guerrier qu'il avait été autrefois. Un messager est arrivé, son visage pâle, ses mains tremblantes. Un autre général avait fait défection. Une autre forteresse avait été perdue. Le nœud coulant d'Octavian se resserrait, et ceux qui avaient juré une autre fidélité à Antony et Cléopâtre se brossaient pour se sauver. Les murs d'Alexandrie n'avaient pas encore été violés, mais Antony savait que la bataille avait déjà commencé. Il n'a pas été combattu avec des épées et des boucliers, mais avec des trahisons chuchotées, avec des lettres scellées dans les morts de la nuit, avec des départs silencieux avant la première lumière de l'aube. Cléopâtre respira lentement, se forçant à réfléchir. Le jeu changeait. Les pièces de la planche se déplaçaient, et si elle n'agissait pas, elle serait avalée entière. Mais en regardant Antony, le feu dans ses yeux se déduisant avec chaque nom perdu, chaque alliance brisée, elle savait, c'était une guerre qu'il ne pouvait pas gagner seul. Et seul était exactement ce que le devenait. Le monde s'effondrait autour de lui. La ville, autrefois un phare de sa puissance, se tenait maintenant dans un silence étrange, ses rues remplies de chuchotements de malheur. Le palais, où les rires et la musique avaient une fois prospéré, se sentait creux. Chaque pas qu'Antony a fait écho comme un fantôme marchant à travers les ruines de son propre empire. Il avait combattu les guerres, dirigé des légions, se tenait devant les rois et les empereurs avec une résolution inébranlable, mais maintenant, il était un homme abandonné par le destin. Un messager était arrivé en mort de nuit, son visage pâle, son souffle inégal. Ses paroles avaient été des couteaux, Cléopâtre était morte. Antony n'a pas bougé au début. Son corps a refusé d'accepter le poids de ses mots. Cléopâtre, sa reine, son partenaire, la femme qui avait partagé ses victoires et ses défaites, était partie. Il a fouillé le visage de l'homme, désespérément pour un signe que c'était une erreur, une astuce cruelle de guerre. Mais le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle lame. Ses mains tremblaient alors qu'il atteignit son épée. Il ne restait plus rien à se battre. Les légions qui ont marché sous son commandement s'étaient rendues à Octavian. Les alliés en qui il avait confiance l'avaient déserté. Alexandrie, la ville qu'il avait promis de défendre, glissait à travers ses doigts. Et maintenant, Cléopâtre, son plus grand amour, sa dernière raison de se tenir, avait disparu de ce monde. Il tituba vers la fenêtre, le soleil doré de l'Égypte jetant de longues ombres sur la mer. La même mer où il avait déjà régné, où sa flotte avait navigué avec la promesse de gloire. Maintenant,
seules les bannières romaines se balançaient dans le vent, leur présence un rappel de raillerie que son empire était tombé. Son souffle était en lambeaux, ses pensées s'en mêlaient dans le passé. Il se souvenait de la première fois qu'il avait vu Cléopâtre, sa voix comme de la soie, ses yeux brûlants d'un feu qu'aucun homme ne pouvait apprivoiser. Il avait combattu des guerres pour elle, a défié Rome pour elle, a tourné le dos à tout ce qu'il savait parce qu'elle en valait la peine. Et maintenant, elle était partie. Il ne fait pas passer son épée, l'acier froid pressant contre sa paume. La mort ne l'a plus fait peur. Qui avait-il à craindre lorsque la seule personne qui importait avait déjà traversé l'inconnu? Si elle avait quitté ce monde, alors il suivrait. La lame planait sur sa poitrine, son pouls stable. La mort d'un soldat. Adieu un guerrier. Il ferma les yeux, accueillant le silence. Mais avant qu'il ne puisse frapper, des pas tonnèrent dans le couloir. Voix. Urgent. Frénétique. Arrêt. Monseigneur, Cléopâtre vit. L'épée glissa de ses doigts, claquant contre le sol en marbre. Son souffle prit sa gorge. La pièce tourna. Cléopâtre était vivante. Ses genoux se sont bouclés, sa vision s'éteint. La douleur est venue soudainement, nette et implacable. Il baissa les yeux, sa tunique s'assombrissant de sang. Dans son chagrin, dans son désespoir, il avait déjà livré la blessure mortelle. Les mains l'atteignaient, des soldats se précipitant à ses côtés, leurs voix éloignées. Mais il n'y avait qu'une seule voix qu'il aspirait à entendre, une touche qui pouvait l'ancrer dans ce monde. « Emmenez-moi vers elle », murmura-t-il, sa voix à peine plus que respiration. « Emmenez-moi à ma reine. » L'air à l'intérieur du palais était lourd avec le parfum de l'encens brûlant, mais il ne pouvait pas masquer la puanteur de la défaite. Cléopâtre était assise immobile, ses doigts reposant légèrement sur le bras de son trône. Elle avait passé des années à façonner son sort, pliant les testaments d'hommes puissants, transformant les empires en sa faveur. Maintenant, elle était une reine sans royaume, une dirigeante avec rien à commander, sauf le coup de son propre cœur. À l'extérieur, Alexandrie resta immobile, ses habitants attendant l'inévitable. Des bannières romaines bordaient les rues. Le bruit des soldats en marche a rempli la distance, un rythme lent et régulier qui a signalé la fin. La grande ville, le joyau du Nil, avait été avalée par Rome. Elle ferma les yeux, se souvenant de la dernière fois qu'elle avait vu Antony. Il avait été si pâle, sa force s'estompant sous ses mains alors qu'elle le tenait pour la dernière fois. Son sang avait taché sa peau, chaude, fraîche, vivante. Mais maintenant, il était parti. L'homme qui s'était battu à côté d'elle, riait avec elle, l'aimait hâte. Elle était seule. Un serviteur est entré, son visage pâle, sa voix instable. Octavian est là. Elle expira lentement, s'élevant de son siège. Le jeu n'a pas encore été perdu. Une reine n'a pas demandé, une reine ne s'est pas agenouillée, elle a négocié. Et Cléopâtre avait toujours été un maître du jeu. Le général romain l'attendait dans le grand hall, son expression illisible. Il était jeune, trop jeune pour avoir conquis le monde, mais ici il se tenait, le souverain de tout ce qu'elle avait su. Ses yeux, froids comme de l'acier poli, rencontraient la sienne avec la patience d'un homme qui avait déjà gagné. Pourtant, elle ne le laisserait pas voir sa peur. Elle s'approcha avec la grâce d'une déesse, la soie de sa robe chuchotant contre le sol en marbre. Octavian, dit-elle, la voix lisse, mesurée. Rome est victorieuse. Il ne s'est pas incliné, n'a pas offert la plus petite courtoisie. Oui. Un scintillement d'amusement a croisé son visage. Ainsi, il ne jouerait pas au jeu des plaisanteries. Très bien. Tu as pris ma ville, a-t-elle poursuivi, mon Ephlite, mes armées. Mais ce qui reste est plus précieux que tout l'or de Rome. Il haussa un sourcil. Et qu'est-ce que c'est? Elle se rapprocha, les chandelles projetant des ombres contre sa peau. Moi. Le silence s'étendait entre eux. Il écoutait. C'était suffisant. Elle avait conquis les hommes plus grands que lui auparavant. Julius César avait autrefois été captivé par son feu, Antony avait brûlé pour son contact. Octavian n'était pas différent. Il était toujours un homme, toujours dirigé par l'ambition, par la faim, par les mêmes désirs qui avaient annulé ceux qu'il avait devant lui. Elle laissa sa voix s'adoucir, son regard tient le sien. Rome n'a pas besoin d'une autre guerre. Vous avez gagné. Mais si je vis, je peux vous servir. Elle vit la façon dont sa mâchoire se resserra. Il avait déjà décidé de son sort avant d'entrer dans cette pièce.
Mais le doute, il se glissait dans son expression, enroulant les bords de sa certitude. Elle continua, appuyant en avant comme un serpent enroulant autour de sa proie. Je peux gouverner l'Égypte sous votre nom. Ma richesse, mon peuple, ma loyauté, vous avez main. Si vous me permettez de vivre, je peux vous être très utile. Octavian la regarda, silencieuse. Puis, il eut un sourire narquois. Pensez-vous que je suis Antony, demanda-t-il, sa voix est aiguisée comme une lame. Que je serai gouverné par toi. Les mots ont frappé comme une gifle, mais elle n'a pas tressailli. Elle a simplement incliné sa tête, un mouvement lent et délibéré. Je pense que vous êtes un homme qui comprend le pouvoir. Il se rapprocha, si près qu'elle pouvait voir le feu dans ses yeux. Le pouvoir, répéta-t-il. Oui. Et c'est pourquoi je n'ai pas besoin de toi. Le monde resta immobile. Pour la première fois, le match s'était retourné contre elle. Octavian ne voulait pas de son amour, de sa loyauté, de sa vie. Il voulait quelque chose de bien plus dangereux, sa mort. Le palais était silencieux. Trop calme. Les salles autrefois lourdes d'Alexandrie, remplies de musique et de rire, se sentaient maintenant comme un tombeau. Le parfum des roses était accroché dans les airs, mais il ne pouvait pas chasser la stabilité de la défaite. Cléopâtre se tenait devant un miroir en bronze poli, son propre reflet la regardant comme un fantôme. Le col autour de ses yeux était sombre, l'or à sa gorge brillait toujours, mais elle n'était plus la reine d'Égypte, uniquement une prisonnière attendant ses chaînes. Octavian avait refusé ses conditions. Il ne voulait pas qu'elle gouverne, pas même en tant que marionnette. Il voulait qu'elle humide, traîner à travers Rome comme un spectacle, défiler devant les foules qui se moquent et crachaient son nom. Elle ne laisserait pas cela se produire. Une reine n'a pas rampé. Une reine n'a pas demandé. Ses mains tremblaient uniquement pendant un moment alors qu'elle atteignit le panier placé délicatement à côté de son lit. Un cadeau, apparemment innocent. Mais à l'intérieur, caché sous les figues mûres, pose sa réponse. Les serviteurs savaient. Charmian et Hira, les femmes qui s'étaient tenues à côté d'elle à travers chaque tempête, n'avaient pas besoin de demander. Leurs yeux étaient lourds de larmes non lasses, mais ils ne faisaient aucun bruit. Il n'y avait pas besoin de mots. La chambre était sombre, la lampe à lampe vacillante projetait des ombres le long des murs. Elle se déplaçait vers le lit, s'abaissant sur les draps en soie. Le tissu était doux, frais contre sa peau. Comme c'était étrange de ressentir du réconfort à la fin de tout. Ses doigts brossaient contre les écailles lisses. Un sifflement lent enroulé à travers le silence. Elle n'a pas détourné le regard. La mort ne l'avait jamais fait peur. Elle l'avait affronté aux yeux des guerriers, dans la trahison des alliés, dans les bras de l'homme qu'elle aimait en mort dans son étreinte. Mais c'était à lui de contrôler. Le serpent bougea, se recroquevillant contre la chaleur de sa chair. Une piqûre pointue. Une bouchée aussi rapide qu'un murmure. Son souffle attelé. La chaleur se précipita dans ses veines, un feu qui brûle lent qui se propage dans ses membres. Le monde s'éteignait sur les bords, la lumière dorée des lampes vacillant comme des étoiles mourantes. Son rythme cardiaque ralentit. Elle se sentait légère, comme si elle dérivait, flottant au-dessus de la ville qui avait autrefois été la sienne. Charmian s'avança, ajustant la couronne tombée sur sa tête. Sa voix était un murmure, se brisant comme une vague sur le rivage. Elle était reine jusqu'à la fin. Et puis, silence. Les couloirs du palais étaient maintenant vides. Pas de rire, pas de musique, pas de pas royaux résonnant contre les étages en marbre. Les torchers clignotaient toujours, mais leur léger se sentait sombre à temps, comme s'ils pleurnaient ceux qui ont déjà régné ici. Dans le calme, le poids de l'histoire s'est installé comme de la poussière, étouffant les salles qui avaient autrefois été remplies de vie. Césarion se tenait près de la fenêtre, ses mains agrippant le rebord de pierre alors qu'il regardait la ville en dessous. Alexandrie scintillait toujours sous le soleil doré, mais ce n'était plus le sien. Sa mère était partie. Son père avait été un fantôme bien avant sa naissance. Et maintenant, les Romains étaient venus pour lui. On lui avait dit de courir. Des voix fidèles chuchotaient à son oreille, le poussant à fuir, à échapper aux mains d'Octavian avant de se fermer autour de sa gorge. Le dernier pharaon de l'Égypte, le fils de César lui-même, son existence était une menace pour Rome. Mais où pourrait-il aller? Quel sanctuaire est resté pour un garçon marqué par le sang d'une reine déchue et d'un dirigeant assassiné? Chaque route a conduit à Beth Rayal, chaque murmure était un avertissement. Il savait ce qu'il voulait.
Ils n'avaient pas besoin de lui pour se rendre. Ils avaient besoin de lui. La lettre est venue avec de fausses promesses. Octavian, le serpent calculant qu'il était, avait envoyé un mot, sécurité, reconnaissance, miséricorde. Mensonge, drapé dans le mince voile de la diplomatie. Le garçon le savait. Mais quel choix avait-il? Ils l'ont trouvé. Ils auraient toujours eu. Le couteau était rapide. Les mains qui le tenaient n'ont pas hésité. Pas de procès, pas d'humiliation publique, juste le silence. Un moment il était là, le suivant, il n'était rien. Le dernier sang de Cléopâtre et de César s'est renversé sur un sol étranger, se plongeant dans la terre comme si l'histoire elle-même voulait l'effacer. Mais il n'était pas le seul à rester à la cruauté de Phthe. Dans une autre partie de l'Empire, loin de la maison dont il se souvenait à peine, Cléopâtre Solène, Alexander Hélio et Ptolémée Philadelphus étaient assis dans des chaînes. Leur mère avait été une reine, leur père un guerrier, mais rien de tout cela n'avait eu maintenant. Ils n'étaient plus des enfants d'une dynastie. C'étaient des trophées. Rome n'a pas renversé leur sang. Pas encore. Au lieu de cela, ils ont été conduits dans les rues, déguisés en butins de guerre, leurs petites mains liées alors que des foules se moquaient et applaudissaient. La ville qui avait autrefois accueilli leur mère les avalait maintenant entières, une bête vivante qui a dévoré tout sur son chemin. Cléopâtre Solène tenait les mains de ses frères, serrant fermement, ses ongles creusant dans leur peau. Elle ne pleurerait pas. Elle ne s'inclinerait pas. Sa mère avait été reine jusqu'à la fin, elle le serait aussi. Mais Rome n'avait aucune pitié pour les enfants des vaincus. Un par un, ils ont disparu. Elle était une reine de nom, mais pas au pouvoir. La fille de Cléopâtre et Antonie, réduite à un pion sur le conseil d'administration de Rome. Mais elle a survécu. Et parfois, la survie est le sort le plus cruel de tous. Les rues d'Alexandrie étaient silencieuses d'une manière qu'ils n'avaient jamais été auparavant. Aucun commerçant n'a appelé leurs marchandises, aucun poète n'a récité de vers dans les carrés animés. L'air marin portait l'odeur de quelque chose d'amer, de la reddition, de la fin de quelque chose d'ancien et de fier. Les bannières des Ptolémies avaient été dépouillées des murs du palais. À leur place, l'aigle de Rome se profile, regardait, attend, revendiquant. La ville, une fois que le cœur battant d'un royaume construit par les généraux d'Alexandre, n'était plus le sien. Les gens regardaient avec des yeux creux alors que les légions marchaient dans leurs rues, leurs sandales battant contre les pierres comme les derniers battements d'un tambour funéraire. Les temples se tenaient toujours, mais les dieux à l'intérieur d'eux avaient tourné le dos. La dernière reine de l'Égypte était morte. Sa lignée a été effacée. Les portes du palais, qui n'avaient autrefois ouvert que pour les pharaons, se balançaient maintenant largement pour les dirigeants étrangers. Octavian, l'homme qui avait écrasé les derniers espoirs de l'Égypte, a traversé ces couloirs comme s'il lui avait toujours appartenu. Il toucha ses murs dorés, ses trésors, son histoire, et à chaque pas, le passé s'effondrait sous ses pieds. Le Nil, le donateur de la vie, coulait comme il l'a toujours fait, mais il n'appartenait plus à son propre peuple. Les taxes, le grain, la richesse qui avait nourri les empires, se sont maintenant affrontés à Rome. Les gens qui s'étaient un autre jour qui se faisaient libres, qui avaient considéré leurs dirigeants comme des dieux, étaient maintenant des sujets d'un empire qui les considérait comme rien de plus que la terre, le profit, la conquête. Les bibliothèques d'Alexandrie, autrefois remplies de la sagesse des siècles, étaient intactes, mais leur connaissance appartenait maintenant à des étrangers. Des défilements écrits par des mains égyptiennes seraient lus par des yeux étrangers. Les voix du passé, enregistrées à l'encre, seraient emportées par ceux qui n'avaient aucun amour pour la terre qui les a nés. Et pourtant, les gens sont restés. Ils se sont réveillés avec le soleil, ils travaillaient dans les champs, ils ont prié dans les temples. Ils ont chuchoté les noms de leurs reines et rois perdus, non pas en rébellion, mais en mémoire. Les pharaons étaient partis. La couronne était de la poussière. Mais l'Égypte, bien que enchaînée, respirait toujours. Et quelque part, sous le poids de la conquête, il a attendu. Les chuchotements ont commencé avant même que son corps ne soit froid. À travers Rome, dans les rues où des triomphes ont été célébrés et les ennemis ont été maudits, son nom a glissé à travers les ruelles comme un serpent. Cléopâtre. Reine. Tentatrice. Sorcière. La femme qui avait osé se tenir contre Rome. La femme qui avait presque gagné. Octavian ne lui a pas permis la dignité du silence. Il ne la laisserait pas se reposer dans la légende, ne laisserait pas son nom se parler avec admiration. Non,
il avait besoin d'elle pour être autre chose, quelque chose de monstrueux. Une femme trop dangereuse pour être piquée, trop méchante pour être pleurée. Les statues de Rome portaient nos images de sa grâce, de son éclat, de son pouvoir. Au lieu de cela, les poètes l'ont peinte avec des mots plus nets que les épées. Ils ont parlé d'une reine orientale qui a ensorcelé des hommes forts, qui empoisonnait les esprits, qui les ont noyés dans des plaisirs jusqu'à ce qu'ils oublient leurs devoirs. Antony, une fois que le lion de Rome a été réduit à un imbécile amoureux, sa force défaite par les bobines d'une vipère égyptienne. Il se moquait de l'agencement devant elle, pour s'être habillé en dieu égyptien, pour avoir oublié qu'il était romain. Ce n'était pas sa propre ambition qui l'avait conduit à ruiner, c'était le sien. La reine avec des mots miellés et des intentions venimeuses. Dans le forum, avant que les foules avides de sang, Octavian se tenait debout, le héros de Rome, l'homme qui avait sauvé l'empire de sa portée. Il a levé ses trésors, défilé ses enfants enchaînés, lui faisait la richesse de ses trophées. Mais il n'a pas apporté son corps. Il n'y aurait pas de spectacle, aucune preuve, pas de dernier moment de victoire sur elle. Elle l'avait volé de cela, juste au moment où elle l'avait volé de sa reddition. Il s'est donc tourné vers des histoires à la place. Des histoires qui vivraient plus longtemps que les statues, qui se tailleraient dans l'esprit du peuple. Cléopâtre est devenue une histoire édifiante, un avertissement aux hommes romains des dangers des reines étrangères et du pouvoir qu'ils ont tenu sur les cœurs faibles. Mais sous les essais, sous la moquerie, il y avait autre chose. Un murmure qu'Octavian ne pouvait pas effacer. Si elle avait vraiment été faible, pourquoi avait-elle peur de Rome autant? Si elle n'avait vraiment rien été, pourquoi son ombre s'est-elle étirée si longtemps? Et au fil des années, longtemps après que ses ennemis étaient de la poussière, son nom ne s'est pas s'estomper. Il n'a fait que grandir. La reine était partie, mais elle a refusé d'être oubliée. Son corps s'était transformé en poussière, son empire s'était effondré, ses enfants avaient été volés sur leur trône, mais son nom a brûlé les siècles comme une flamme qui ne mourrait jamais. Rome avait essayé de l'enterrer sous leurs histoires, la façant en un méchant, une séductrice, un murmure de danger qui avait presque avalé leur empire. Et pourtant, plus il parlait d'elle, plus elle vivait. Chaque fois qu'il l'appelait une tentatrice, elle est devenue plus séduisante. Chaque fois qu'il maudit son ambition, elle est devenue plus puissante. Il ne pouvait pas la tuer. À travers les âges, son histoire tordue, remodelée par les mains du temps. En un seul endroit, elle était une femme d'amour téméraire, une reine qui a tout abandonné pour la passion. Dans un autre, elle était une sorcière, tissant des sorts sur les hommes les plus forts du monde, les pliant à sa volonté. Certains l'ont vue comme une figure tragique, une reine piégée par le destin, condamnée par les dieux à tomber. D'autres ont fait d'elle un avertissement, à l'épreuve que les femmes avec trop de pouvoir se détruiraient toujours. Le monde médiéval se souvenait d'elle, mais ils ne sont pas d'accord sur qui elle était. Pour certains, elle était une pécheuse, sa mort une punition pour ses péchés. Pour d'autres, elle était sage, dirigeante de la grande intelligence, une femme qui comprenait les secrets des étoiles, les mystères de la vie et de la mort. Ils ont chuchoté de sa beauté, mais personne ne savait vraiment à quoi elle ressemblait. Son visage a été peint de 1000 manières différentes, chaque artiste voyant quelque chose de différent dans la légende. Était-elle aux cheveux noirs et aux yeux féroces? Était-elle à la peau dorée et royale? Ou était-elle quelque chose de plus, une idée plutôt qu'une femme, un fantôme qui a refusé de s'estomper? Peu importe comment ils l'ont façonnée, peu importe comment ils ont essayé de la revendiquer, une vérité est restée. Elle avait gagné. Pas dans la vie. Pas en guerre. Mais dans quelque chose de plus grand. Elle était devenue plus qu'une reine. Plus qu'un nom. Elle était devenue immortelle. Les coups de pinceau ont raconté 1000 histoires différentes, mais ils portaient tous le même nom. Cléopâtre. Son visage avait changé au cours des siècles, se déplaçant sous le poids de la vision de chaque artiste. Pour certains, elle était une déesse drapée dans les soies, ses yeux sombres de mystère. Pour d'autres, elle était fragile, sa douleur gravée dans toutes les courbes délicates de ses lèvres. Il n'y avait pas de Cléopâtre, seulement des reflets de ce que les gens voulaient qu'elle soit. À la Renaissance, elle se leva à nouveau, renaissant en marbre et en toile. Le monde, saisi par sa fin de gloire ancienne, a reculé dans le passé et l'a trouvée en attente. Elle est devenue une muse, une reine tragique gelée dans ses derniers instants, l'ASP enroulée sur sa poitrine, la mort s'attardant dans son regard. Les hommes qui l'ont peinte ne l'ont jamais connue, mais ils ont imaginé son dernier souffle, ont capturé son agonie, glorifié sa chute. Shakespeare l'a sculptée en mots, l'a rendue féroce,
l'a fait sauver, a fait d'elle une femme qui pourrait aimer avec le feu d'une tempête et pourtant mourir avec la grâce d'une reine. Son Cléopâtre n'était pas faible, et elle n'était pas liée par le jugement des hommes. Elle était le rire et la rage, la beauté et la destruction, sa voix résonnant dans le temps avec des lignes qui ne seraient jamais oubliées. Le monde moderne ne l'a pas laissée derrière. Elle est entrée sur des scènes, sur des écrans, chaque actrice la façonnant à nouveau. Elle est devenue Elizabeth Taylor, drapée d'or, sa présence commandant. Elle est devenue de la poésie, des romans, des chuchotements à l'encre de 1000 pages. Elle a été sculptée, peinte, réécrienne, pourtant toujours, elle est restée intouchable, plus de légende que de femme, plus de mythe que de la mémoire. Elle ne sait pas s'estomper. Elle ne le ferait jamais. La caméra se déroule sur un trône doré. Une femme est assise là, drapée de tissus chatoyants, ses yeux sombres bordés de col si tranchants qu'ils pourraient traverser l'histoire elle-même. Une reine, une séductrice, un souverain, Cléopâtre. Les lumières diminuent, la musique gonflait les montres du monde, fasciné. Hollywood n'a pas ressuscité Cléopâtre. Elle n'avait jamais été enterrée. Mais cela l'a façonnée, tordant son image en quelque chose de plus grand que la vie, quelque chose qui scintillait sous les projecteurs et dansait entre la fantaisie et la réalité. En noir et blanc, elle est apparue pour la première fois comme un fantôme silencieux, sa beauté exagérée, ses gestes théâtraux. Les premiers jours du cinéma l'ont peinte comme une mystérieuse tentatrice, une femme dont le pouvoir ne gissait pas dans son esprit, mais dans la façon dont elle se déplaçait, la façon dont elle a attiré. Les films muets chuchotaient qu'elle était dangereuse, que les hommes tombaient à ses pieds non pas à cause de son intellect, mais parce qu'elle l'a voulu ainsi. Puis, la couleur est arrivée, et avec elle, Elizabeth Taylor. Le Cléopâtre de 1963 n'est pas simplement apparu, elle a éclaté sur l'écran. Le film était grand, extravagant, un spectacle qui a menacé de s'effondrer sous son propre poids. Mais Taylor le portait comme une seconde peau. Avec chaque regard calculé, à chaque mouvement lent et délibéré, elle a remodelé Cléopâtre pour un monde moderne. Elle était royale, elle était passionnée, elle était imparfaite, et dans ses défauts, elle est devenue inoubliable. Le monde n'a jamais lâché cette image. Elle a été repensée à maintes reprises, chaque représentation la pliant davantage de la vérité, mais ne s'éloignant jamais de l'essence de sa légende. Dans les émissions de télévision, elle est devenue un symbole de l'ambition. En musique, une métaphore du pouvoir, pour l'amour, pour la trahison. Dans les dessins animés, elle était ludique, exagérée, un personnage plutôt qu'une reine. Elle n'a jamais été autorisée à se reposer. Et peut-être, elle n'a jamais voulu. Un visage sculpté dans la pierre. Un nom chuchota à travers des siècles. Une reine dont la lignée a été écrite dans des parchemins que le temps s'est porté mince. Mais encore, la question persiste, tournant comme un vautour sur les os de l'histoire, qui était Cléopâtre? Pas le souverain, pas le stratège, pas la dernière reine d'Égypte, mais la femme. La chair sous l'or. La voix derrière la légende. Le monde ne s'est jamais convenu de son visage. Les pièces portant son profil montrent un effort, des caractéristiques tranchantes, un regard qui ne plaide pas pour l'admiration mais exige le respect. Les bustes la sculptent différemment, certains plus doux, certains plus durs, comme si aucun artiste ne pouvait capturer pleinement son essence. Les peintures et les films qui sont venus longtemps après n'ont pas essayé. Ils ont créé un Cléopâtre qui correspond à leur temps, leur public. Et pourtant, sous chaque coup de pinceau et objectif de caméra, l'argument a fait rage. Quelle était la couleur de sa peau? Le passé ne répond pas. L'histoire laisse des lacunes, et dans ces lacunes, les gens plantent leur propre vérité. Certains prétendent qu'elle était grecque de bout en bout, une pure descendante de Ptolémée, son sang intact par les racines indigènes de l'Égypte. D'autres disent qu'après les générations de gouvernants en Égypte, sa famille doit avoir mélangé avec la terre qu'il gouvernait, que l'Afrique a traversé ses veines autant que Macédon. Les textes anciens ne le disent pas. Ils parlent de son esprit, de sa voix, de son esprit, mais ils ne décrivent pas sa peau. Et donc, la bataille continue, ne menée pas avec des épées mais avec des mots, chaque côté agrippant sa revendication comme une lame. Certains contestent avec des statuts, d'autres avec des théories d'ADN, d'autres avec le silence des dossiers eux-mêmes. C'est un combat non seulement pour l'histoire, mais pour l'identité. Pour la représentation. Pour le droit de dire, elle était l'un de nous. Mais Cléopâtre ne répond pas. Sa tombe est perdue, ses os, s'ils existent encore, se trouvent dans un endroit invisible, intact. Elle ne se lève pas des ruines pour régler le différend.
Elle ne chuchote pas sa vérité à travers la poussière de son empire. Elle reste, comme elle a toujours été, plus qu'une femme, plus qu'une reine. Un symbole, se déplaçant avec le temps, l'adaptation, la survie. Et le monde n'a toujours pas fini de la façonner. Une femme sur le trône est toujours une menace. Peu importe si elle gouverne avec sagesse ou fer, avec amour ou guerre. Il y aura toujours des chuchotements dans les coins sombres de la puissance, doutant, attendant, aiguisant leur couteau. Cléopâtre le savait. Élisabeth. Ils ont été séparés par le temps, par la culture, par des empires qui se sont levés et se sont effondrés. Mais leurs batailles étaient les mêmes. Ils étaient des femmes dans un monde où les rois devaient diriger, et les reines devaient se retirer. Ils ne l'ont pas fait. Cléopâtre a traversé les couloirs d'Alexandrie avec le poids d'un empire sur ses épaules. Elle n'était pas une dirigeante par accident ou par hasard. Elle n'a pas hérité d'un royaume paisible enveloppé en soi. Elle griffe pour chaque centimètre de pouvoir, tissant des alliances, pliant la volonté des hommes qui se pensaient plus grands qu'elle. Elle a parlé en langue qu'ils ont compris, grec, égyptien, latin. Elle a transformé la diplomatie en art, séduction en stratégie, survie en quelque chose ng presque sain. Élisabeth s'est assise sur le trône anglais avec le même feu dans ses veines. Ses ennemis voulaient qu'elle disparaisse avant qu'elle ait même appris à porter la couronne. Elle savait ce qui est arrivé aux reines qui ont placé leur confiance entre les mauvaises mains. Elle avait vu la tête de sa mère. Elle avait passé des années piégée dans l'ombre des hommes qui croyaient qu'elle était une menace. Et elle l'était. Elle a régné avec un cœur verrouillé derrière l'acier, refusant d'être apprivoisée, refusant d'être la femme de quiconque. Si elle ne pouvait pas être la mère d'un roi, alors elle serait elle-même roi. Catherine n'a pas hérité de la Russie, elle l'a pris. Un étranger, une femme, un étranger dans un tribunal qui ne l'ait pas accueilli. Mais elle a appris. Elle a écouté. Elle a attendu. Et quand le moment est venu, elle a saisi l'empire avec des mains qui ne tremblaient pas. Elle ne gouvernait pas par l'amour, mais par la vision, transformant la Russie en quelque chose qu'elle n'avait jamais été auparavant. Elle a fait ce qui était nécessaire, peu importe le coût. C'étaient des reines, mais ils n'étaient jamais seulement des reines. Ils étaient des dirigeants dans un monde qui exigeait l'obéissance des femmes. Ils ont refusé. Ils étaient appelés rusés, dangereux, impitoyables. Et ils l'étaient. Parce que le pouvoir n'est jamais doux. Il ne s'incline pas, il ne s'excuse pas. Mais l'histoire s'en souvient différemment. Élisabeth est devenue la reine vierge, une légende intouchable, une femme qui a choisi son royaume pour l'amour. Catherine est devenue la grande, une force d'ambition, une femme qui a remodelé un empire à sa propre image. Et Cléopâtre? Ils ne l'ont pas appelée sage. Ils ne l'ont pas appelée géniale. Ils l'ont appelée une séductrice. Un amoureux des hommes puissants. Une reine qui a perdu. Parce que l'histoire n'est pas juste. Il choisit ses héros, ses méchants, ses légendes. Il raconte leurs histoires dans les voix de ceux qui leur ont survécu. Et la voix de Cléopâtre a été noyée par Rome. Mais son histoire n'est pas terminée. Ce ne sera jamais. La pièce était silencieuse à l'exception du bruissement doux du tissu et des échos lointains du triomphe de Rome. Cléopâtre s'assit sur le sol de pierre froide, son souffle stable, ses yeux sans clignoter. Le monde à l'extérieur célébrait sa défaite, mais elle ne leur donnerait pas la satisfaction de la paradier dans les rues comme une bête conquise. Elle choisirait sa propre fin. Pendant des siècles, l'histoire a été la même, Cléopâtra a pressé un ASP sur sa peau, son venin glissant dans ses veines comme la mort chuchotée. La morsure était rapide, le poison lent. Elle est décédée avec dignité, drapée de robe royale, intacte par les mains de ses ennemis. Mais la mort vient-elle jamais si proprement? Certains disent qu'elle a utilisé un poignard, tranchant le fil fragile de sa propre vie avant que Rome ne puisse la prendre. D'autres croient qu'elle a bu un mélange mortel de poison, soigneusement préparé, assez puissante pour arrêter son cœur en quelques instants. Ils disent qu'elle aurait choisi Hemlock, Wolfsbane ou Opium, une mort de la reine, pas une agonie lente et tordue. Une évasion calculée, pas désespérée. Mais il y a ceux qui chuchotent quelque chose de plus sombre. Et si elle était assassinée? Et si Rome ne lui faisait pas confiance pour mourir par elle-même? Octavian avait conquis son royaume, mais il n'avait pas encore conquis sa légende. Une femme comme Cléopâtre n'a pas pu être laissée pour écrire sa propre fin. Une main calme, un poison forcé, une illusion de contrôle, était que comment elle a vraiment quitté ce monde?
le corps humain tient ses secrets longtemps après la disparition de l'âme. Mais une chose est sûre, elle n'a pas supplié, elle n'a pas plaidé, elle ne les a pas laissés gagner. Elle est morte comme elle vivait, à défi. Et longtemps après que Rome s'est effondrée, son histoire est restée. L'air d'Alexandrie se sentait plus lourd, épais avec quelque chose d'invisible, quelque chose qui manque. La ville n'avait pas connu de monde sans sa reine, et maintenant, il ne le ferait plus jamais. Les rues, autrefois vivantes avec la présence de Cléopâtre, avec l'urgence silencieuse de ses espions, les échos lointains de sa voix, se tenaient toujours d'une manière qu'il n'avait jamais eue auparavant. Rome était arrivé, pas en tant que visiteur, non pas en tant que négociateur, mais en tant que nouveau maître. Les gens ont attendu. Peut-être pensaient-ils qu'il y aurait une annonce, un décret final de la femme qui les avait jugés, se battait pour eux, se sont opposés aux empires pour eux. Mais aucun mot n'est venu. Seulement le silence. Le grand palais, une fois débordant de pouvoir et d'intrigue, appartenait désormais à des hommes qui ne comprenaient pas ses murs, ne respectaient pas son histoire. Les temples se tenaient encore, mais leurs dieux se sentaient abandonnés. Les offrandes ont été laissées intactes, les prêtres ont chuchoté des prières à des statues dont les oreilles étaient devenues sourdes pendant la nuit. L'Égypte avait toujours été gouvernée par elle-même, même sous des lignées étrangères. Mais cela, c'était différent. C'était la fin. Des soldats romains ont marché à travers la ville, leurs pas effaçant des siècles d'indépendance à chaque étape. Le peuple s'inclina la tête, non pas pour respect, mais dans la survie. Résister était d'inviter la mort, et ils en avaient assez vu. Les bibliothèques tenaient toujours leurs parchemins, les marchés encore se sont effondrés de voix, mais quelque chose de vital avait été coupé. Le cœur de l'Égypte avait toujours été son souverain, son pharaon, son dieu vivant. Maintenant, il n'y avait qu'un empereur à travers la mer, un homme qui ne connaissait pas le Nil, qui n'a pas ressenti son pouls, qui ne lui appartenait pas. Le poids de la perte n'est pas venu en même temps. Il s'est installé comme un poison lent, rampant dans tous les coins du royaume. La langue de Rome s'est glissée dans les rues, les visages de ses dirigeants sont apparus sur des pièces, les lois ont changé, les douanes ont changé. L'Égypte est devenue une possession, pas un pouvoir. Et pourtant, même si les années passaient, les chuchotements de son nom sont restés. Dans les coins sombres, dans le calme de la nuit, ils ont parlé de Cléopâtre, pas en tant que reine vaincue, mais comme le dernier véritable souverain d'un royaume qui s'était tenu pendant des milliers d'années. Rome pourrait prendre l'Égypte, mais cela ne pourrait jamais la prendre de sa mémoire. Les bannières de l'Égypte auraient volé haut, non pas dans la reddition, mais dans le triomphe. L'ASP d'or de l'empire de Cléopâtre aurait enroulé dans le monde, sa morsure est non une fin tragique mais un avertissement à ceux qui pensaient que l'Égypte s'agenouillerait. Rome aurait regardé en silence ses plus grands dirigeants tomber devant une reine qu'ils avaient sous-estimée. Le nom d'Octavian se serait estompé dans l'arrière-plan des hommes oubliés, tandis que Cléopâtre aurait tonté à travers le temps alors que le souverain qui a plié un empire à sa volonté. La Méditerranée lui aurait appartenu. Pas Rome. Pas un empereur qui a construit son héritage sur les os de ceux qui se sont opposés à lui. Alexandrie, pas Rome, aurait été le centre du monde, une ville de connaissances, de pouvoir et de richesse inégalée par aucune autre. Les érudits, les astronomes, les esprits qui ont rempli sa grande bibliothèque auraient prospéré, pas dispersés comme de la poussière sous des bottes romaines. L'Égypte n'aurait pas été avalée, sa voix au silence. La langue du Nil serait restée forte, intacte par l'influence rampante du latin. Ces dieux se seraient encore debout, leur temple rempli d'adorateurs qui considéraient leur reine comme une divinité vivante, pas une note de bas de page de l'histoire. Et Antony, son sort n'aurait pas été sculpté en tragédie. Il n'aurait pas été un général tombé, un homme se souvient de perte. Il aurait été son égal, son épée, celle qui se tenait à côté d'elle en sculptant leur propre destin. La guerre aurait pris fin avec les forces d'Octavian se retirant, leurs ambitions se sont brisées contre la résilience d'une reine qui a refusé d'être effacée. Les livres d'histoire auraient raconté une autre histoire. Cléopâtre n'aurait pas été rappelée comme une séductrice, comme une femme dont le pouvoir provenait des hommes qu'elle aimait. Elle aurait été la dirigeante qui a préservé l'indépendance de sa nation, qui a tourné les courses du destin, qui a redéfini ce que cela signifiait d'être une reine. Rome aurait été forcée de s'incliner, ses rêves de gouverner le monde glissant à travers ses doigts. Le grand empire qui était autrefois incontesté se serait retrouvé sur la défensive, regardant l'Égypte se lever, alors que la femme qu'il tentait de détruire prouvait qu'elle était plus forte que toutes. Et pourtant, l'histoire ne lui a pas accordé cette victoire. Le monde qu'elle aurait pu se construire s'estompe en poussière, perdu dans le poids de ce qui aurait pu être. Mais même dans la défaite,
son nom n'a pas disparu. Il a brûlé, refusant d'être éteint. Rome a remporté la guerre, mais Cléopâtre a remporté l'éternité. La poussière de temps ne pouvait pas enterrer son nom. Son empire est tombé, son royaume a été avalé par Rome, et pourtant, Cléopâtre vit. Pas dans des temples en ruine ou des statues cassées, mais dans des chuchotements transportés au fil des siècles, dans l'encre des poètes, dans les couleurs des peintures, dans les images scintillantes du cinéma. Elle ne s'est pas s'estomper. Elle est devenue quelque chose de plus grand, une idée, une force, une légende. Elle était censée être oubliée. Les hommes qui l'ont vaincue le voulaient de cette façon. Ils l'ont peinte comme une femme inconnue par l'amour, une reine trop consommée par le désir de lui tenir le trône. Ils ont écrit de sa beauté, de son charme, de ses amoureux, mais pas de son esprit, de sa volonté, de son feu. Ils l'ont transformée en tragédie. Et pourtant, elle a refusé de rester dans leur ligne. Son nom a brûlé leurs pages. Les historiens ne pouvaient pas l'effacer. Les artistes ne pouvaient pas lui résister. Les écrivains ne pouvaient pas l'ignorer. Elle est devenue plus qu'une reine, elle est devenue l'idée même du pouvoir enveloppé en soi, l'intelligence cachée derrière un sourire connaissant, une ambition qui pouvait plier les empires. Aucune femme avant ou après n'a été écrite sur la façon dont elle était. Aucun dirigeant ne tenait l'imagination du monde comme elle l'a fait. Elle était dangereuse. C'est ce qui l'a rendue inoubliable. Non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle savait comment l'utiliser. Non pas parce qu'elle avait des amants puissants, mais parce qu'elle leur a fait besoin d'elle. Non pas parce qu'elle a gouverné l'Égypte, mais parce qu'elle l'a gouverné comme personne d'autre ne le pouvait. Chaque décision, chaque alliance, chaque mot soigneusement prononcé, son empire n'était pas seulement la terre et les armées. C'était des gens, c'était des idées, c'était l'art de savoir exactement comment exercer le pouvoir sans jamais le laisser glisser de ses doigts. Les hommes la craignaient, même dans la mort. Rome lui prit le trône, mais il ne pouvait pas prendre son âme. Des siècles passaient, et encore, son visage apparut dans des peintures, son histoire a été racontée dans les pièces, son nom chuchota dans des livres. Elle est devenue une déesse, une séductrice, une guerrière, un symbole. Elle était quelle que soit l'histoire qui avait besoin d'elle, parce que personne ne pouvait la définir tout à fait, et c'était son plus grand pouvoir. Même aujourd'hui, elle s'attarde. Dans les films, elle est drapée d'or, ses yeux bordés de colle, sa voix une mélodie douce qui contient des secrets. Dans les livres, elle est une reine avec un esprit aussi net que n'importe quelle lame. En culture, elle est la souverain éternelle, celui qui a refusé d'être oublié. Les pyramides se dressent, le Nil coule, les ruines d'Alexandrie s'effondrent, mais Cléopâtre, elle respire toujours.